On vaccine, comme vous l'avez vu, les bébés tous à la avec beaucoup de vaccins à la fois. Il est évident que ça c'est déjà très dangereux. Et de toute façon aussi, ce qu'on n'a quand même pas dit dans le film beaucoup, c'est qu'on vous a dit que il y avait un risque par rapport à l'hépatite B. Le film s'est beaucoup axé sur l'hépatite B, c'est certain, et sur le ROR. Je vous signale qu'ils ont parlé sans arrêt du RRO, et c'est le ROR parce que les Canadiens n'ont pas les mêmes expressions que nous. En anglais, ça s'appelle MMR. Et donc, effectivement, il y a cette chose qu'on nous a toujours cachée. Par exemple, on a vacciné contre l'hépatite B. Ce qu'on n'a pas dit, et que n'ont pas dit les professeurs parce qu'ils ne peuvent pas le dire, moi j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là, je les connais personnellement en quantité, ce qu'ils ne disent pas parce qu'ils risquent leur situation, c'est de dire que l'hépatite B n'est pas une maladie très grave. Il y a eu le professeur Béguet, je crois qu'il a dit au départ, il y a très peu de risques d'attraper de toute façon l'hépatite B pour les gens qui ont une vie saine et normale. L'hépatite B est une maladie qui n'est pas grave du tout et qui guérit spontanément dans 95% des cas. Et tout d'un coup, c'est parti. Et dans les 5% qui restent, sur les 5% qui restent, il y a 95%. Dans les premiers cas, ça passe inaperçu, et dans les 95%, dans les 5% qui restent, 95% passent au bout de quelques mois. Donc ce n'est pas du tout une maladie grave, surtout en France, surtout en Europe. Ça peut être une maladie grave, comme toutes les maladies dans les pays sous-développés, comme la rougeole, comme toutes ces maladies-là. C'est pas la rougeole, ce n'est pas l'hépatite B qui tue dans les pays sous-développés, c'est le manque de soins, le manque d'hygiène, le manque de nourriture, c'est tout ça. Uniquement. Et la maladie n'est qu'un vecteur, n'est qu'un comment dirais-je, un détonateur pour tuer les gens. C'est tout. Il ne faut pas dire qu'on risque de mourir de l'hépatite B par rapport aux accidents qu'il y a eu. Alors je voudrais aussi vous signaler dans le film, il y a quand même une très bonne nouvelle parce que là on vous montre, le film a été tourné en 2007 et depuis il y a eu beaucoup de nouveaux. Le docteur Wakefield que j'ai rencontré personnellement, je suis allé à Washington dans un grand congrès médical où tout le monde, il y avait les plus grands médecins du monde qui n'étaient pas à la solde de l'industrie pharmaceutique, et ces gens-là nous ont bien dit combien il y avait eu d'accidents, tous les drames qu'ils ont rencontrés. Ce qu'on ne dit pas, par exemple, c'est que Dan Burton, qui fait partie du Congrès américain, qui se bat, et ça je trouve que c'est très très bien, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il est rentré en guerre parce que deux de ses petits-enfants sont devenus autistes. Il y en a un qui est devenu autiste et l'autre qui a eu une autre maladie invalidante grave, une maladie auto-immune, après la vaccination. Là, il est entré dans la course. Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui se battent contre ça sont des gens qui sont victimes eux-mêmes. Mais tant qu'il n'y a pas de victimes, les gens ne bougent pas. Il faut qu'ils soient touchés dans leur corps pour commencer à remuer. Alors moi, je vous signale que je me bats pas du tout pour moi. Je suis pas vaccinée, j'ai jamais été vaccinée de ma vie. Et résultat, je suis pas malade et j'ai fait le tour du monde plusieurs fois sans prendre de médicaments et sans prendre de vaccins. Et j'ai survécu à tout ça. Alors, ce qu'on ne nous dit pas non plus, c'est que justement, la plupart des gens qui ne sont pas vaccinés, on a fait des enquêtes énormes là-dessus, les enfants non vaccinés sont en bien meilleur état que les enfants vaccinés. Alors justement, je vais vous donner un exemple avec l'autisme. Il y a beaucoup d'autistes aux États-Unis, il y en a partout, excepté en France. En France, on vous dit que l'autisme est génétique, point. Aux États-Unis et en Angleterre, on sait que c'est à cause des vaccins. Alors, il y a eu, quand on a vu tous ces autistes, qu'il y a eu tous ces problèmes-là, il y a eu un journaliste américain qui s'appelle Dan Homestead qui est allé faire une enquête en se disant, voyons, il faut quand même voir si les enfants vaccinés deviennent autistes, les enfants non vaccinés, il y a autant d'autisme chez les enfants non vaccinés. Il est allé il a eu beaucoup de mal parce qu'aux États-Unis les vaccinations sont quasiment obligatoires dans tous les États. Et il est allé faire une enquête parmi les Amish. Vous savez, les Amish sont des gens qui vivent avec les anciennes coutumes, ils ne vaccinent pas. Et dans une population de 20 000 Amish, ce qui est quand même pas mal, sur 20 000 Amish, il aurait dû trouver beaucoup d'accidents et d'autistes. Il a trouvé 4 autistes chez les Amish, en tout et pour tout. Sur les 4, il y en avait 3 qui avaient été vaccinés, bien qu'ils soient Amish, et un autre qui avait vécu auprès effectivement d'un générateur de mercure pendant des années. Donc, il s'est dit, c'est quand même très très important de voir que ces enfants qui ne sont pas vaccinés ne sont pas malades et n'ont surtout pas d'autisme. Alors il est allé dire ça à la directrice du CDC de l'époque, qui s'appelait Judy Geisberg, qui a été jetée du reste par Obama dès qu'il est arrivé au pouvoir. Moi, je me suis réjouie parce qu'elle lui a répondu. Elle a répondu à ce journaliste. Oui, c'est normal que les Amish ne soient pas autistes parce qu'ils n'ont pas les mêmes gènes que nous.
Alors ce journaliste a ri en disant je ne savais pas du tout effectivement que les idées religieuses de quelqu'un pouvaient changer ses gènes. Alors comme elle l'a refusé, il est allé faire une enquête auprès d'une communauté qui ne vaccine pas non plus et qui n'est pas du tout religieuse là, et qui s'appelle Home First, qui est à Chicago. C'est un ensemble de médecins qui soignent suivant les anciennes manières, c'est-à-dire que les enfants naissent à la maison, les enfants ne sont pas vaccinés évidemment, les enfants sont allaités au sein, et là, sur 35 000 enfants, il n'a pas trouvé un autiste, pas un. Alors il s'est dit, c'est peut-être grâce au lait maternel, parce qu'ils sont élevés comme ça. Or, il a remarqué qu'il y avait quand même des enfants qui avaient été élevés au lait maternel, mais vaccinés, eux, devenaient autistes. Donc il a vu que c'était pas du tout grâce au lait maternel, ça aide évidemment, mais c'est tout, que ces enfants n'ont jamais été autistes parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc il y a eu une énorme enquête qui a été faite. Aux États-Unis, vous savez, il y a plus de 4500 enfants qui attendent des résultats. Vous avez vu déjà les protestations qu'il y a pu y avoir et autres. Alors pour ceux qui n'ont pas évoqué ça dans le film, parce qu'effectivement, moi, elle m'avait contacté, la réalisatrice, puis elle a trouvé que j'étais un petit peu trop catégorique, je lui ai fait peur. Et je vois pas en quoi c'était catégorique, parce que par exemple, elle n'a pas... il y a une chose très importante, oui, quand Wakefield, je ne sais pas si vous connaissez tous Wakefield, c'est un type vraiment formidable, c'est un médecin qui a vraiment pris son travail à cœur et qui n'est pas du tout, au départ, il n'était pas du tout contre les vaccinations. Et quand il a fait son enquête et qu'il a publié ses travaux dans le Lancet, en 1998, tous ces travaux, il a publié avec 9 de ses collègues, ça a été admis par le Lancet, et tout ça s'est sorti. Alors évidemment, on est venu lui amener des enfants qui étaient malades, qui étaient ou autistes ou en voie de l'être, pour qu'il les étudie. Et tout ça, ça a continué jusqu'au jour où effectivement il y a eu trop de demandes d'enfants et il a voulu republier encore. Il avait 130 enfants qui étaient dans ses études et il a voulu le publier dans le Lancet. On lui a dit il n'en est pas question. Et il y a eu un scandale à ce moment-là et on l'a jeté hors du Royal Hospital. C'était un des plus grands hôpitaux de Londres qui s'appelle le Royal Free Hospital. Il a été jeté du jour au lendemain comme s'il avait puisé dans la caisse. On lui a donné 24 heures pour déguerpir. Et à ce moment-là, son étude a été rejetée par le Lancet. Alors évidemment, tous les journaux français, toujours pareil, qui répètent comme des perroquets tout ce qu'on leur dit et toutes les bêtises qu'on peut leur dire, on dit le docteur Wakefield a été pourri, il a fait des études, il a touché de l'argent, etc. Or, ça n'était absolument pas vrai, et ça vient d'être prouvé maintenant devant le GMC. Comme il a eu des gros problèmes, effectivement, il est parti aux États-Unis, où au début il a eu une offre de s'installer dans un hôpital pour enfants autistes, dont il a pris la direction pendant quelque temps, puis maintenant il a fondé sa propre fondation où il s'occupe de ses enfants. Alors, ce qu'on a appris très tardivement, c'est que, effectivement, le jour où le Lancet a rejeté son étude, jamais on a vu des études signées par 9 participants qui ont été rejetés du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais 5 ans après la parution. Alors ça, c'était déjà une chose louche et personne n'a compris pourquoi le Lancet l'avait rejeté. Et parmi les autres médecins qui avaient signé la publication, la plupart se sont démis en disant effectivement, nous nous retirons de la publication. On les a menacés, évidemment. Or, on vient d'apprendre, il y a à peine 2 ans, que lorsque le directeur du Lancet a rejeté la parution qui était vieille de 5 ans, il venait d'être nommé directeur non exécutif de SmithKline qui fabriquait le ROR. Alors ça, c'était déjà pas mal. Et donc, il était devenu directeur, et pendant ce temps-là, il y a eu 2000 mères qui avaient déposé une plainte bien avant l'histoire de Wakefield, parce qu'elles avaient remarqué que leurs enfants devenaient autistes étaient malades après la vaccination du ROR. Ces mères ont reçu une lettre du directeur, du fabricant du vaccin, pour leur dire, voilà, c'était pas eux qui écrivaient, c'était les avocats, vous êtes en procès, vous nous faites un procès, vous allez le perdre forcément. Alors voici, vous n'êtes pas tous propriétaires de votre maison, vous allez être ruinés. Voilà un petit papier de désengagement, vous le signez, on vous laissera tranquille. Sinon, vous savez que vous serez absolument ruinés. Et malheureusement, sur ces 2000 mères, il y en avait 600 qui avaient été acceptés par les tribunaux.
elles ont eu très peur. Vous savez que c'est par la peur que règnent tous les pouvoirs dictatoriaux. Donc ces mères se sont démises et ont accepté de ne pas les poursuivre. Et il y en a 10 qui ont continué. Moi j'en ai eu 3 au téléphone. Et les 3 que j'ai eu au téléphone, je ne les ai pas rencontrés personnellement, mais on s'est parlé longuement, m'ont dit on a tout perdu, on a un enfant qui n'est plus normal, et ça nous coûtera ce que ça coûtera, mais on ira jusqu'au bout. Et ces mères avaient une aide du gouvernement pour justement, étant donné qu'ils étaient blessés par un vaccin qui était obligatoire, ou fortement conseillé, ce qui revient un peu au même, elles avaient une aide juridique. Or, du jour au lendemain, au moment où le procès allait venir enfin à jour, on leur a retiré cette aide juridique. Et on s'est aperçu que le juge qui leur a retiré l'aide était le frère du directeur du Lancet. Et quand on a demandé, les journalistes ont demandé au juge, ça ne vous a pas influencé, le juge a dit, ah non, pas du tout, c'est pas du tout, parce que mon frère est directeur du laboratoire, ça n'a aucun rapport. Vraiment, il faut être un idiot pour le croire, et il pense vraiment que les gens sont des idiots, parce que comment peut-on croire une chose pareille? Alors, donc, ça a été prouvé ça, et 6 mois plus tard, le frère, qui est donc le directeur du Lancet, qui a rejeté l'étude, a été décoré par Tony Blair. Donc vous voyez la salade qui peut se produire dans ces choses-là. Et maintenant, alors, ces mères donc ont continué et ont attaqué de nouveau parce que tout ça a gagné du temps et en Angleterre, comme en France et comme dans tous les pays, vous savez qu'il y a un moment où après vous ne pouvez plus faire un procès parce que le temps est passé. Et là, ça faisait 10 ans que les choses étaient en cours, donc on leur a dit que c'était trop tard. Et grâce au fait qu'on a trouvé la collusion entre le frère juge qui a retiré l'aide financière, le directeur du Lancet, qui était devenu directeur non exécutif du laboratoire, tout ça a fait que c'est reparti pour l'instant, et il y a un procès qui va repartir maintenant. Et pendant ce temps-là, il y a eu donc le procès de Wakefield, qui est passé devant le GMC, qui correspond à peu près à notre Conseil de l'Ordre, pour voir s'il était coupable d'avoir effectivement touché de l'argent des avocats qui étaient les défenseurs de ses enfants. Il vient d'être prouvé, ça a 2 mois, ça date du mois de mars, je vous signale, ou déjà février, qu'il n'était pas coupable, jamais il n'a touché 1 centime de l'argent, qu'il n'a pas, tout ce dont on l'accusait était faux. Et on a appris effectivement que le type qui l'avait accusé, c'était un journaliste en particulier, toute l'enquête est venue de lui, qui était payé par le directeur du Daily Mail, parce que tout ça venait d'une enquête du Daily Mail, le directeur du Daily Mail que tout le monde connaît, on a entendu parler de lui, qui s'appelle Murdoch. C'est un des grands pontes des journaux en Angleterre. Il tient le Daily Mail et beaucoup de journaux. C'est son fils qui était devenu aussi directeur, lui, je ne sais plus quel était son titre, mais toujours dans le même laboratoire, qui a engagé ce journaliste. Donc on vient de prouver, ça a quelques jours, c'est vraiment une nouvelle que je n'ai pas encore publiée où que ce soit, on vient de prouver qu'il était blanchi et qu'il n'avait jamais touché d'argent. Alors maintenant, le GMC doit se prononcer et le déclarer coupable ou non coupable. Et c'est un gros problème pour ces juges parce qu'effectivement, si jamais ils l'accusent, ils peuvent pas l'accuser puisqu'on a vraiment, en toute bonne foi, prouvé que c'était toute une manigance des laboratoires en collusion avec le directeur du Daily Mail et d'une grande partie de la presse anglaise. Si par hasard on blanchit, ils seront obligés de le faire, le Dr Wakefield, il est évident que ça montrera la collusion entre le gouvernement anglais et Tony Blair en particulier et les laboratoires et toutes ces choses-là. Donc ça va faire un scandale mondial. Et ça, j'en suis ravie parce que ça va bouger en France. Parce que vous savez que les Français ont publié. Il y a eu une publication dans Le Monde, surtout, absolument épouvantable. Moi, je voulais lui répondre, mais j'avais pas le droit, n'étant pas de la famille de Wakefield. Il avait dit que Wakefield que c'était un type pourri. Enfin, il a écrit des choses diffamatoires sur lui. Tous ces gens-là vont être obligés de faire amende honorable. Et je vous signale qu'il y a comme ça une femme qui s'appelle Anne-Claire Sigrist, qui a une chaire de vaccinologie à Genève, qui a déclaré sur toutes les ondes et maintes fois que le docteur Wakefield était une pourriture, coupable de mort d'enfants parce qu'il avait arrêté, enfin à cause de lui, on avait un peu arrêté le ROR en Angleterre et ailleurs, et qu'à cause de lui, effectivement, il y a des enfants qui mouraient. Je vous signale au passage que cette femme a osé déclarer dans le journal de Genève il y a quelques jours à peine que si on ne vaccinait pas les enfants, leur espoir de vie à 5 ans, la moitié des enfants seraient morts. Et ensuite, elle l'a écrit en première page du journal de Genève. Et ensuite, toujours dans la première page du journal de Genève, elle a dit, si on ne vaccine pas, la limite d'âge de l'humanité l'espoir de vie sera 35 ans.
Moi, je savais pas qu'autrefois, quand on vaccinait pas, les gens mouraient avant 35 ans. Elle a déclaré ça et tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Et elle vient d'être nommée maintenant en Angleterre pour aider la vente du Gardasil. Alors, vous voyez la salade que ça peut faire. Donc moi je me réjouis qu'il y ait eu cette histoire de Wakefield, mais le film a beaucoup tourné sur le ROR et l'hépatite B. Donc l'hépatite B, tout le monde sait tous les mensonges qu'il y a eu, mais c'est pareil. Les laboratoires sont mis en examen, mais je sais, la juge Berthe Lageoffroy a sans arrêt comment dirais-je, des bâtons dans les roues. On la menace pas, on lui dit pas de pas faire son travail, mais on lui donne des dossiers qui n'ont aucun intérêt pour retarder la justice. Et ça fait longtemps que ça traîne et que malheureusement les affaires ne paraissent pas. Donc j'espère que ça va bouger. Alors il y a un autre scandale maintenant qui est quand même très très important, c'est le scandale du Gardasil. Tout le monde a entendu parler du Gardasil, qui est un vaccin qu'on prétend. Alors quand vous téléphonez à Pasteur, moi j'ai téléphoné il y a quelques semaines, à l'époque où c'était la fête de Pasteur, je sais pas ce qu'on célébrait, et on m'a répondu que effectivement la grande découverte de l'Institut Pasteur ces derniers temps était justement la découverte du vaccin contre le cancer. Ils ont employé contre le cancer. Alors, d'autres fois, ils ont répondu à des amis aussi, parce qu'on a été nombreux à leur téléphoner, que c'était contre le cancer du col de l'utérus. C'est pas du tout vrai, c'est contre le papillomavirus qui n'a aucun, qui peut, dans certains cas, avoir une incidence, mais extrêmement rare. Et les Français en général, pour avoir conseillé ce vaccin, vous savez que maintenant on le dit, on ne peut pas ouvrir la radio ou la télévision sans entendre les vertus de ce vaccin-là. Ça a été fait sur une étude qui s'appelle l'étude EDIT, sur laquelle tous les Français se sont basés, et le gouvernement évidemment en disant que ce vaccin était un vaccin d'utilité publique, a dit M. Xavier Bertrand avant de quitter le ministère de la Santé. On n'en était pas encore à la phase 3 d'essai du vaccin. Il y avait très très peu de recul pour savoir s'il était efficace ou s'il était dangereux surtout. Eh bien, il a comment dirais-je, non seulement donné le permis de délivrer le vaccin, mais surtout de le rembourser. Or, c'est un vaccin qui coûte, quand vous comptez les visites pour le médecin plus le reste, ça fait à peu près 500 € par vaccination, puisqu'il faut 3 injections à 150 €, ce qui fait 450 plus les visites au médecin. Quand je dis 500, c'est bon. Et ce vaccin est remboursé à 65%. Donc les parents paient 35%, mais nous tous, on paye les 65% avec la sécurité sociale. Et ce qu'on ne nous dit pas, primo, c'est que le fabricant de ce vaccin, ça n'est pas Pasteur du tout. Pasteur est le distributeur en France. Le fabricant est Merck. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un grand scandale avec Merck, qui était le fabricant du Vioxx. Or, le Vioxx est un vaccin, est un médicament qui a été encensé, on a dit qu'il était extraordinaire. Il a eu le prix du MEDEC comme le médicament le plus performant de l'année, il y a quelques années. Et un mois après qu'il ait eu, ou quelques mois après qu'il ait eu le prix du MEDEC, il a été retiré parce que rien qu'aux États-Unis, il y avait, à cause de ce médicament, 150 000 personnes avec des effets secondaires graves et 50 000 morts. En France, on estime qu'il y en a eu 2 ou 3, on n'a jamais... Vous savez, la France est le pays le plus opaque à ce point de vue-là. Donc, ce laboratoire a eu besoin d'argent. Et il a trouvé un système, parce qu'il a des procès, il a 4500 procès en ce moment sur le dos. Et pour payer ses procès, il faut bien trouver de l'argent. Il a chuté, au moment où il y a eu ce retrait du Vioxx, ses actions ont baissé de 27%. Donc il faut qu'il rattrape ça. Et donc il a lancé ce vaccin qui s'appelle le Gardasil, avec force publicité, argent et tout. Alors de nouveau, re-scandale. Il y a au moment où on a donné le prix Nobel, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, on a donné le prix Nobel à 2 personnes, enfin 2 personnes. Il y a eu Montagnier et François Sinouzi-Barré pour la découverte du sida, du VIH, et il y a eu un médecin allemand qui s'appelle, je ne sais plus son nom, Zur, je ne sais pas, il a un nom allemand compliqué, pour la découverte du papillomavirus. Alors moi qui ai l'esprit très très mal tourné, quand j'ai entendu dire qu'il avait eu le prix Nobel, je me suis dit ça, c'est pour lancer la vaccination. Et j'en ai parlé à des amis qui sont des chercheurs, qui sont tout à fait d'accord avec moi contre les vaccins, mais qui m'ont dit, oh là quand même, tu charries un tout petit peu, non quand même, le prix Nobel. Et j'ai même un ami qui est un grand ami de Montagnier, qui m'a dit, écoute Sylvie, ne raconte pas n'importe quoi, j'étais à Stockholm avec Montagnier, et si tu avais vu ces gens-là, je te garantis qu'ils sont au-dessus de tout soupçon. Le prix Nobel, là, non. C'est par hasard qu'on leur a donné. Or, il se trouve que 8 jours après, dans tous les journaux, il y avait on disait qu'un procureur allemand, qui s'appelle le procureur Schutz, avait ouvert une enquête parce qu'il a découvert que AstraZeneca avait payé
et avait des liens d'intérêt extrêmement forts avec 5 personnes importantes du prix Nobel. Donc l'affaire est en cours. Il est évident que ce pauvre juge, ce pauvre procureur va beaucoup avoir de mal à montrer la collusion, mais j'espère que ce prix Nobel va coûter la vie au vaccin, parce que c'est un vaccin extrêmement dangereux. Moi, je suis en train d'écrire un ultime bouquin sur les vaccins, mais là qui ne sera pas sur la composition des vaccins, mais uniquement les mensonges. Et pour l'instant, j'en suis à la page 280. Il était terminé hier, et ce matin, avant de partir, j'ai eu encore des informations. On savait au mois de février, il y avait 28 morts officiels à cause du vaccin Gardasil. Et ce matin, j'apprenais qu'il y en avait 44. Donc ça va à une vitesse folle, ce qui fait que j'ai arrêté mon livre pour recorriger tout ça. Tous les jours, il y a davantage de morts. Or, ce sont des morts qui sont déclarées par le VAERS, qui est un institut gouvernemental, hein, qui appartient au ça vient du CDC d'Atlanta, et ils estiment eux-mêmes qu'il y a entre 1 à 10% de déclarations qui sont faites. Donc, en prenant même la fourchette la plus haute, c'est-à-dire 10% seulement, ce serait pas 40 morts, ce serait pas 44 morts, mais 440. Quant aux effets secondaires, j'étais à 10 000 quand j'avais au mois de février de cette année, 2009, et maintenant c'est 15 000. Donc vous voyez le nombre qu'il peut y avoir. Alors justement, c'est ce que disait Barbara Lowfisher, que j'ai aussi rencontrée, qui est une femme remarquable, qui a eu aussi un enfant. Elle a un enfant qui est handicapé, qui a maintenant 28 ans et qui n'est pas capable de vivre tout seul à cause du vaccin. C'était le DTP, c'est pas le polio aux États-Unis, il n'a pas les mêmes valences. Donc, quand elle disait que justement il y avait cette espèce de risque pour les enfants, à l'époque on savait pas à quel point c'était, mais maintenant on le découvre de plus en plus. Et comment j'ai rencontré Barbara Lowfisher en 2002, elle m'a dit oui, mais enfin vous savez, moi je suis pas contre tous les vaccins parce que tout de même il y en a quand même qui ont sauvé l'humanité. Puis maintenant qu'elle a fait des enquêtes, elle est encore plus virulente que moi et elle a bien découvert que tous les vaccins sont extrêmement mauvais. Alors dans le film aussi, je voudrais quand même vous signaler, ils ont beaucoup insisté sur le mercure. Il est évident que le mercure c'est quelque chose d'absolument abominable et que c'est très mauvais. Mais il n'y a pas, et ils ont aussi beaucoup insisté, Gérard Hardy a beaucoup insisté là-dessus, sur l'aluminium. Mais l'aluminium n'est pas suffisant non plus, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est primo, qu'en dehors de ces choses-là qui sont mauvaises, il y a quand même, on met des virus dans un corps d'enfant, des virus qui sont quand même des virus extérieurs, parce que nous avons tous des virus dans le corps, et heureusement qu'on en a, parce qu'ils contribuent à la vie, c'est comme les microbes, mais les virus pathogènes, les virus vaccinaux, et c'est ça qu'on a trouvé. On n'a pas assez insisté, je trouve, dans le film, justement, sur le fait que ce ne pas le mercure qu'on a trouvé dans le corps des enfants, c'est le virus vaccinal qui était dans l'intestin des enfants autistes. Donc le virus vaccinal, même si on supprime le mercure, même si on supprime l'aluminium, il sera toujours là, sans compter tous les autres adjuvants dont on ne nous parle pas. Et ce qu'on ne nous dit pas non plus, je vous le signale, c'est que, par exemple, le virus contre le vaccin contre l'hépatite B, autant que le Gardasil, sont des OGM. Or, je connais des gens qui se battent pour la liberté, pour ne pas avoir d'OGM, qui sont des défenseurs de l'agriculture biologique et autres, et qui font vacciner leurs enfants avec des OGM. Et ça, on ne le dit jamais. Or, le problème avec les OGM, vous le savez très bien, c'est que non seulement ça risque de toucher la personne qui est vaccinée, évidemment, mais surtout toute sa descendance. Donc, on est en train d'empoisonner l'humanité. Alors, je voudrais vous signaler encore, avant de vous donner la parole, qu'il y a aussi un problème, par exemple, on nous dit sans arrêt que la grippe est très dangereuse, et tous les ans, au mois de septembre, on entend, ou octobre, le vaccin nouveau est arrivé, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, il y a une étude qui a été faite, qui s'appelle le projet Cochrane, pour étudier comment dirais-je, l'efficacité des vaccins contre la grippe. Dont Gérard Hardy en a beaucoup parlé, puisqu'il a parlé de ce qu'il y avait dans tous ces vaccins-là. Le projet Cochrane a découvert, en faisant une étude sur 35 ans de retard et sur des cohortes qui n'a aucune efficacité pour les gens âgés, que la seule efficacité qu'on peut lui accorder, c'est qu'il protégerait 6% de la population en très bonne santé de la grippe. La population de très bonne santé, la grippe, c'est pas grave, au contraire, de temps en temps, c'est pas plus mal d'expulser les microbes ou les virus qu'on peut avoir en nous. Donc, vous voyez, ça ne sert strictement à rien. Alors, il y a une étude qui a été aussi faite dans l'Ontario. On a vacciné bénévolement 12 millions de personnes.
C'est quand même pas mal, parce que pour dire qu'un vaccin est bon, vous avez entendu Dan Burton tout à l'heure qui a dit on a fait une étude sur 27 personnes, il y a 29 ans de ça, et avec cette étude-là, on a décidé que le vaccin était très bon, enfin que le mercure n'était pas dangereux. Là, il y a eu quand même 12 millions de personnes. Et sur les 12 millions de personnes, non seulement ça n'a pas eu d'incidence sur la grippe, il y a eu autant de grippe, mais il y en a eu même plus. J'ai publié dans mon dernier livre l'incidence de la grippe après la vaccination dans l'Ontario, elle avait augmenté de à peu près 10%. Donc non seulement le vaccin ne protège pas, mais il donne la grippe. Et alors, il y a aussi, pour vous montrer comment dirais-je, le manque de réflexion, c'est le manque de bon sens, on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir ces choses-là. On a lu partout que grâce au vaccin contre la grippe, ça protégeait 50% des gens âgés de la grippe, c'est-à-dire que ça faisait baisser de 50% la mortalité chez les gens âgés. Or, chez les gens âgés, le pourcentage de mortalité par la grippe est de 5%. Comment est-ce qu'on veut, en prétendant, en ayant 5% de gens qui meurent de la grippe, dire que le vaccin protège 50% de la population des gens âgés? Or, il n'y a qu'un médecin américain qui a fait une étude là-dessus et qui est arrivé qui tout d'un coup s'est dit mais personne n'a pensé à ça. Or, quand on le dit aux gens, ils vous disent ah je connais pas cette étude, ils ne connaissent rien. Alors, en vérité, en France, moi chaque fois que j'ai eu affaire à des gens qu'on dit importants, c'est-à-dire les blouses blanches qui décident tout, eh bien ces gens-là ne savent strictement rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours en vouloir aux médecins, il ne faut pas se dire que c'est la faute des médecins, c'est la faute de l'information. Et quand j'ai écrit mon premier livre sur les vaccins, je pensais avoir toutes les mères de famille beaucoup de mères de famille qui m'auraient écrit en me disant merci de m'informer. J'ai pas eu une réponse d'une mère de famille, mais j'ai eu des dizaines et des dizaines de lettres de médecins, dont certaines sont publiées dans un de mes livres. Et puis j'ai arrêté de publier ça parce que je voulais pas leur porter tort, bien qu'il m'ait permis de le faire évidemment. Plus des dizaines de lettres que j'ai chez moi de médecins me disant merci de nous avoir informés parce qu'on ne savait rien sur les vaccins. Nous ne savons même pas ce qu'il y a dans les vaccins. Donc vous voyez à quel point est l'ignorance et combien cette ignorance peut coûter cher à toute la population du monde entier. Donc on est en train de pratiquer un génocide sur toute la population. Tout ça parce que le marché du vaccin, qui était je crois que c'était 10 milliards d'euros en 2005, en 2010, pour l'instant, on compte sur 21 milliards. Donc, quand vous voyez ces prix-là, il est évident, moi souvent on me dit, mais vous savez, les vaccins, c'est un chiffre tout à fait pas important par rapport aux bénéfices des laboratoires. C'est extrêmement important. Et je tiens d'un médecin de pharmacovigilance qui m'a dit, les vaccins génériques rapportent 98%, c'est-à-dire que le vaccin coûte 2% au laboratoire et il y a 98% de bénéfices. Si vous connaissez une industrie qui soit aussi lucrative, personne ne le connaît. Du reste, il y a eu les Américains maintenant, il y a des publications, ils le disent, ils s'en cachent même pas, qui vous disent le marché du vaccin est florissant, nous sommes dans la période d'or, dans l'âge d'or, ils sont les premiers parce qu'il y a une crise partout, mais là, eux, ils sont dans l'âge d'or de la vaccinologie, et il y a eu une demande pour ça de crédit, parce qu'on demande toujours des crédits, les chercheurs demandent des crédits pour trouver un vaccin qui aurait 30 valences à la fois, qu'on pourrait donner à un bébé, et qu'ils ont déjà nommé le Saint Graal, le Holy Grail. Et ils estiment qu'avec ça, les enfants ne seront plus jamais malades. Or, il faut aussi signaler une chose, ils seront morts, voilà, comme ça ils seront plus malades. Alors il faut signaler aussi une chose, c'est que toutes ces maladies infectieuses de l'enfance sont importantes pour construire le système immunitaire. Et si un enfant n'est jamais malade, ça n'est pas bon. Il ne faut pas croire que les maladies de l'enfance sont mortelles, c'est pas vrai. Dans une bonne famille, moi je sais que j'ai eu la rougeole quand j'étais petite, ça a duré 2 jours, le médecin de famille est venu, il m'a dit toi t'as pas envie d'aller en classe, le bouillon, et puis c'est tout, et 2 jours après j'étais debout, j'avais encore des boutons et c'était tout. Donc c'est une maladie bénigne. Alors chaque fois, moi j'ai relevé depuis des années dans tous les journaux médicaux, là par exemple la rougeole est une maladie bénigne, la varicelle est une maladie bénigne, et puis tout d'un coup, on voit des publications qui disent ça n'est pas tellement bénin, on a trouvé quand même des cas chez des enfants en bonne santé, et puis quelques mois après, c'est une maladie qui sévit et qui peut même tuer des enfants en très très bonne santé. Donc ils ne sont pas atteints, ils peuvent être tués. Et puis quelques mois après, on apprend qu'il y a une épidémie qui menace la France, et automatiquement, 15 jours plus tard, on apprend qu'il y a un vaccin nouveau qui est arrivé. Donc chaque fois, ils préparent le terrain avant d'avoir le vaccin. Vous voyez, c'est uniquement une question de commerce, et quand les mères ne seront plus dans la peur, parce que s'il n'y a qu'une
une seule chose à éradiquer dans le monde, c'est la peur. Vous savez que toutes les dictatures ont toujours régné par la peur, et quand les mères n'auront plus peur que leurs enfants attrapent des maladies, eh bien, à ce moment-là, l'industrie pharmaceutique sera à plat, et ça, évidemment, ça va perturber le monde économique. Et du reste, il y a le fils de John Kennedy qui s'appelle John Kennedy Jr., qui est un type qui fait un travail remarquable. Il est avocat, il défend toutes les causes, et il disait dernièrement encore que si, vous savez, il y a eu le Bush qui a fait beaucoup de dégâts, Dieu sait, il en a fait pour les vaccinations encore plus que d'autres. Il a dit qu'il a fait un décret qui s'appelait le PREPA et qui garantissait l'immunité au laboratoire en cas d'accidents vaccinaux, qui déboutait tous les parents de leurs réclamations parce que les laboratoires avaient dit que si jamais ils étaient attaqués, ils ne pourraient plus fabriquer des vaccins contre le terrorisme, et le terrorisme a bon dos. Donc on peut se poser des questions à ce moment-là aussi pour tout ce qui est arrivé aux États-Unis avec les terroristes et la peur qu'on induit dans la tête des gens. Donc à cause de ça, les laboratoires ne peuvent pas être poursuivis. J'espère qu'Obama va changer les choses, ce qui n'est pas certain parce qu'il est évident que le lobby vaccinal est extrêmement important et sévit partout. Donc vous voyez, il y a énormément, quand on aura compris que c'est uniquement une question d'argent, cet âge d'or et du reste, il y a, au moment du vaccin, au moment où est sorti le Gardasil, on a ressorti l'ancien directeur de Merck, qui l'a fabriqué, avait dit il y a 25 ans déjà, c'est embêtant de ne vendre des médicaments qu'à des gens qui sont malades. Si on pouvait agrandir notre marché auprès des gens non en bonne santé, il est évident que ça arrangerait nos affaires. Eh bien, il est mort maintenant, mais il a réussi son pari parce qu'effectivement, on vend pas des médicaments, mais des choses médicales telles que les vaccinations, à des gens qui sont en bonne santé et on est sûr de les rendre malades. Donc vous voyez que tout ça, c'est vraiment une entreprise, on est en train de décimer l'humanité, et quand j'entends dire qu'il y a quelques centaines de cas, le Revab c'est bien, moi j'ai travaillé avec eux, je les connais bien, je connais la plupart des gens qui étaient dans le film, mais c'est une petite minorité, parce qu'on est arrivé à trouver à peu près 3000 personnes qui ont soit la sclérose en plaques, soit le lupus, soit des maladies auto-immunes en quantité. Or, moi j'en ai beaucoup parlé avec un expert auprès des tribunaux qui a eu les plus gros ennuis, y compris des menaces de mort, qui s'appelle le docteur Marc Gérard, qui est à pharmacovigilance et qui est immunologue. Il m'a fait remarquer qu'autrefois, il y avait environ, régulièrement en France, 20 000 scléroses en plaques. Tout de suite après la vaccination, c'est monté à 80 000. D'où viennent ces 60 000 augmentations? Personne ne le sait, personne n'a envie de le savoir. Donc vous voyez, chaque fois, on ne sait pas, il faudrait faire une enquête. Moi, j'estime que quand on voit des enfants, comme je vous l'ai dit, chez les amis, chez ces endroits-là, qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont jamais malades, je crois que c'est pas la peine de faire des enquêtes pendant des années, on les fait sans arrêt, on vous dit toujours qu'on n'a trouvé aucune preuve, et tous les gens qui font des études sont tous des suppôts des laboratoires. Quand je parlais du Gardasil, la référence française, c'est une étude qui s'appelle l'étude EDIT, qui a été signée par une douzaine de scientifiques. Sur les 12, il y en a plus de la moitié qui font partie de Merck. Et c'est ce que disait Barbara Loe-Fischer, justement, à très juste titre. Elle disait comment peut-on à la fois être le vendeur et l'expert, surtout auprès des tribunaux. Voilà, on est jugé parti, absolument. Voilà, alors donc, tout est comme ça. Je crois que à partir du moment où une chose est bonne, moi c'est ça qui m'a troublé quand j'ai commencé à m'attaquer au vaccin, je me suis dit tout ça est fabriqué sur un mensonge. Or quand une chose est vraie, on n'a pas besoin de mentir. Quand vous achetez de la bonne camelote, si vous avez un bon marchand qui vous vend de la bonne nourriture par exemple, il n'a pas besoin de faire de la publicité. Vous y allez. Si vous avez un très bon médecin qui vous soigne et qui vous guérisse et qui vous donne pas plein de vaccins, vous allez faire de la publicité et automatiquement son cabinet sera plein. Donc à partir du moment où vous êtes obligé d'avoir des subterfuges et des mensonges, c'est que votre système ne tient pas. Et là, vous savez qu'en ce moment, on vous parle des bulles qui sont en train d'éclater. Il y a la bulle économique, la bulle bancaire, il y a toutes ces choses-là. Eh bien, moi, je pense qu'il va y avoir la bulle médicale, la bulle et la bulle des vaccins. Ils auront tellement forcé la dose à vouloir trop avoir. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Je trouve qu'à force d'enfler, un jour, elle va éclater. Et je souhaite que ce soit le plus tôt possible, parce que moi-même, dans mon petit combat, ça fait quand même maintenant 12 ans, je n'ai pas rencontré 1000 personnes blessées par les vaccins, j'en ai rencontré des milliers toutes seules. Or, je n'ai pas la prétention de connaître tous les gens blessés par des vaccins. Donc, vous voyez le nombre de milliers de gens qui doivent être blessés et qui ne veulent pas
porté plainte, la plupart, parce qu'ils ont peur, parce que le chemin pour arriver devant un tribunal, c'est quelque chose, c'est le parcours du combattant, et tous ces gens n'ont pas le courage de le faire. Sans compter qu'il y a des gens qui vous disent, oui, mais moi je sais que j'ai été un cobaye, mais je suis fier de l'être, parce que comme ça j'ai sauvé l'humanité. J'ai rencontré un jour un monsieur qui venait de perdre son petit garçon après le vaccin de l'hépatite B. On avait reconnu que c'était à cause du vaccin. Il a eu une tumeur du tronc cérébral, et il a dit, je suis fier que mon fils soit mort pour l'humanité. Mais je crois qu'on est revenu, comme on se moque des gens qui sacrifiaient aux dieux des enfants pour apaiser leur colère, mais je crois qu'on est revenu à la même époque, on fait la même chose, on sacrifie des enfants pour, dit-on, sauver l'humanité, en plus de maladies qui ne sont pas mortelles. C'est ça. Alors, quand on calcule l'histoire bénéfice-risque, le bénéfice est toujours pour le laboratoire et le risque est toujours pour la victime. Et les victimes, il y en a des quantités industrielles, il n'y en a pas quelques-unes. Et le risque est en général extrêmement... il est inutile si on fait le rapprochement bénéfice-risque en ce moment entre les enfants qui ont eu des problèmes avec l'hépatite B et le risque de l'hépatite B, il y a de quoi rire, et c'est la même chose pour le vaccin du col de l'utérus, c'est la même chose pour toutes ces maladies, et l'hépatite B, on le sait, c'est une maladie qu'on attrape uniquement par les voies sexuelles ou sanguines. On vaccine les bébés. Or, il y a une découverte qui vient d'être faite très récemment et qui montre qu'au bout de 15 ans, les enfants vaccinés n'ont plus d'immunité, c'est-à-dire que toutes les réponses antigènes, anticorps ne marchent plus au bout de 15 ans. Donc, à quoi sert de vacciner des bébés de 2 mois si au bout de 15 ans, en admettant que le vaccin soit efficace, ce qui n'est pas du tout prouvé, et il est évident qu'à ce moment-là, ce ne sera plus utile quand ils auront une vie sexuelle. Donc vous voyez, c'est sans arrêt, ils sont dans l'illogisme pur, dans les contradictions pures, et on les prend sans arrêt en train de mentir. Du moment qu'ils sont des menteurs, je ne vois pas comment notre gouvernement, et comme tous les autres gouvernements, peuvent écouter des propos de menteurs et les conseils de menteurs, comme par exemple Merck, qui a été pris, il a été condamné par les tribunaux pour mensonge aggravé, et il continue à sévir. Alors évidemment, chaque fois ils ont des amendes, chaque fois qu'ils sortent un produit qui n'est pas bon, particulièrement les vaccins, il n'y a pas trop d'amendes pour l'instant, parce qu'on n'a jamais prouvé que c'était dangereux, mais pour les médicaments, il y a des amendes, et chaque fois que j'ai vu les amendes qu'ils prouvaient, qu'ils payaient, j'étais affolée en me disant, mais comment peuvent-ils arriver à payer de telles amendes? Et puis chaque fois que j'ai fait une petite enquête, j'ai vu que quand ils avaient 5-6 millions de dollars de dommages et intérêts, c'était beaucoup, mais ils avaient gagné 5 ou 6 milliards, qui ne donneraient pas 10% pour gagner des milliards et des milliards comme ça. Enfin, les gens honnêtes, sûrement pas, mais les autres, évidemment. Donc, vous voyez, tout ça, c'est absolument basé sur des mensonges. Il faut donc s'arrêter d'écouter tous ces gens-là, et je vous assure que la plupart des médecins sérieux estiment qu'il est très dangereux de vacciner. Seulement, c'est aussi très dangereux de prendre parti contre les gros laboratoires. Moi, j'en ai parlé avec des gens du gouvernement et du ministère de la Santé qui m'ont dit, mais oui, mais vous vous rendez compte, quand même, les laboratoires, dès qu'on retire un médicament, ils sont derrière nous. Et un jour, et chaque fois que vous allez au ministère, par exemple, on vous dit, c'est l'AFSAP. Tout à l'heure, on nous a montré l'AFSAP, qui est notre comment dirais-je, instance qui dirige, enfin, qui donne des conseils au ministère de la Santé. À l'AFSAP, les chiffres varient, mais les 80% de l'AFSAP sont des gens qui sont payés par les laboratoires, de nouveau. Il n'y a jamais de gens indépendants. Alors évidemment, leur grande défense, c'est de dire, oui, mais les gens, les experts capables sont évidemment, travaillent pour les laboratoires. Non, tant qu'il y aura des experts payés par les laboratoires ou qui font partie du laboratoire, il est évident qu'on ne pourra pas savoir la vérité. Il faut qu'un jour la France, au lieu de dépenser des millions et des milliards pour vacciner contre la grippe qui ne sert strictement à rien, et ils le savent très bien, au lieu de vacciner les petites filles, je crois que le risque pour si le vaccin sauvait quelques personnes, ce qui n'est pas du tout certain, ce serait 100 personnes par an. Or, pour l'instant, il y a beaucoup plus que 100 personnes par an qui ont des accidents vaccinaux. Donc, à partir de là, vous voyez, il faut absolument que la vérité sorte et qu'on arrive à arrêter ces choses-là, et que le gouvernement, au lieu de mettre de l'argent là-dedans, toutes ces campagnes vaccinales qui coûtent des fortunes et vraiment des millions et des millions, et le trou de la sécurité sociale n'arrête pas de s'enfoncer. Or, si on avait un bon système, au contraire, on devrait avoir de moins en moins de malades, puisqu'on dépense des milliards à soigner les malades. Plus on dépense d'argent, plus ils sont malades. Il devrait se poser des questions de pur bon sens. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas quand vous avez une entreprise qui, plus elle dépense, plus elle est en faillite.
elle doit se dire il faut changer de système. Eh bien non, nous on continue parce que ce sont les laboratoires. Et chaque fois, je vous dis que je suis allé voir des gens du ministère de la Santé, ils m'ont dit ah mais c'est pas nous, c'est l'AFSAP. Vous allez à l'AFSAP, ils vous disent oui mais ça dépend de l'OMS. L'OMS est de nouveau financée par les laboratoires. Donc un jour, j'ai dit à quelqu'un du ministère, j'ai dit ben alors en vérité, ce sont les laboratoires qui gouvernent la santé. Et cette personne m'a dit ben oui, il faut l'admettre, c'est vrai. Donc vous voyez, eux l'admettent, mais ils le feront jamais en public parce qu'ils risquent leur carrière. Et là, j'étais en rapport avec des gens très importants, des médecins, dont je ne peux pas citer le nom pour l'instant, mais qui m'avaient promis de faire un moratoire contre le Gardasil, des grands noms de la médecine française. Ça fait 3 semaines qu'ils me promettent de le faire. Et Dieu sait que je les harcèle tout le temps. Et ils me disent oui, on va le faire, mais attendez un tout petit peu, parce que tout de même, attendez, on est en train de préparer. Et en vérité, ils n'osent pas le faire. Donc vous voyez, on a beaucoup de gens qui sont des lâches, alors qu'ils sont très importants, ils ont des titres qui leur permettent maintenant de dire la vérité. Ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur de se discréditer. En France, on n'a pas le droit de dire du mal des vaccins. Les vaccins, c'est sacré. Nous sommes dans le pays de Pasteur, qui a été un des grands menteurs et imposteurs de l'histoire. Et les mensonges ont continué. Après l'ère de Pasteur, on continue à mentir en son nom. Vous voyez. Bon, alors si vous avez des questions à me poser, je voudrais vous laisser un peu la parole. J'aimerais juste faire un petit résumé, enfin j'en ai pour 5 minutes, même pas, des quelques livres que j'ai lus sur la question, notamment ceux de Sylvie Simon, un petit best-of, et celui de Georges Blech, Les inventeurs de maladies, un célèbre journaliste allemand, très intéressant. Donc c'est très rapide. Hein. Bon, déjà pour ça, à savoir ce qui se dit, un homme en bonne santé est un homme qui a mal été examiné. Sympathique. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Vous êtes tous malades. Vous savez que la médecine crée de la iatrogénie, c'est-à-dire qu'on peut rendre malades des gens en voulant les soigner. Ça existe, c'est pas très grave, mais maintenant ça dépend des chiffres. Aux États-Unis, 18 000 morts par médicament. En France, 18 000 morts par an se font par les médicaments. En Angleterre, 10 000. Aux États-Unis, 100 000. Avec 2 200 000 effets secondaires graves. Les seules revues indépendantes en France, indépendantes du lobby pharmaceutique, c'est Prescrire et Pratique. Le millier d'autres, il est financé par les industries pharmaceutiques. L'AFSAPS, comme elle l'a très bien rappelé, 80% de son budget provient de l'industrie pharmaceutique, de Big Pharma, ce qui est quand même assez hallucinant. Thierry Soucard l'a prouvé, il faut juste se renseigner. Cette industrie est extrêmement dangereuse, extrêmement méchante. Bon, déjà, elle vous exclut directement, hein, le Conseil de l'ordre, qui est quand même une instance assez violente, assez radicale, vous exclut. Menaces de mort, assassinat, les récalcitrants sont mis au placard, Docteur Mesqui, Loïc Le Ribot, Beljanski, etc., etc. Il y en a des centaines à citer. La corruption ou la concussion, par exemple, de Francesco De Lorenzo, l'Italien ministre des Affaires ministre de la Santé, il a reçu 600 millions de lire pour généraliser le vaccin de l'hépatite B en Italie. Bon, il a été attrapé, il est en prison. Il est revenu au gouvernement depuis. Ah ben. En dessous. Bon, ça se recycle. Ça se recycle très vite, hein, c'est criminel. Ils mettent 10, 20 ans pour reconnaître la dangerosité d'un médicament. Par contre, il n'y a jamais de mise en examen. Ils ont même créé un nouveau principe assez extraordinaire qui devrait faire exploser tous les cerveaux sains d'esprit, responsables mais non coupables. C'est de la philosophie, je vous laisse méditer. Scandale médicamenteux, le tamoxifène, ça c'est énorme. C'est un anticancéreux. Mais qu'est-ce qui cause? Des cancers mammaires. Bien. Le Vioxx, on en a parlé. Le Distilbène, il est censé éviter les avortements spontanés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Cancer de l'utérus, malformation, suicide. Le Prozac, 33 effets secondaires selon le Vidal, mais en fait 200 effets secondaires. Vous savez ce qu'il doit faire, le Prozac? Éviter les suicides. Et pourtant, Lily a caché que ça causait des suicides, ce qui est censé combattre bref. L'agréal, j'en ai parlé. La pilule que toutes les femmes prennent comme des Smarties, des Tic-Tac, cause une prise de poids, une fragilisation de tous les phaneres, circulation sanguine détériorée, adénome hépatique, cancer du sein, cancer de l'utérus, favorise la ménopause. Bon, la Ritaline, tous les enfants aux États-Unis sont sous Ritaline, c'est pas grave. En France aussi, ouais, mais beaucoup moins. 6 millions aux États-Unis. L'aspartame, que je vous encourage à
à vraiment vous en débarrasser, le E951, parce qu'on a trouvé une astuce pour que les gens ne reconnaissent pas ce qu'est l'aspartame, qui est de l'acide aspartique, phénylalalanine et méthanol, qui se dégrade en formaldéhyde plus de l'acide formique, des poisons mortels, 92 effets secondaires, dont certains très graves, et qui est consommé à longueur de journée par tout le monde, et qui est utilisé dans des trucs, mais c'est inimaginable. Par contre, il y a un scandale d'aspartame qui est en train de sortir. Le docteur Chevalier en a parlé à la télé, le professeur Narbonne dernièrement, à la radio. Donc ça commence à sortir. Mais quand on en parle, quand on est les premiers à en parler, on passe pour des fous. Au niveau des vaccins, elle a rappelé, Pasteur, quand on s'y intéresse, est un voyou. On peut le dire, vraiment. Hein, attendez, pour un vol de scooter, on appelle bien ça un voyou. Là, ça détourne des études, ça manigance, ça tue des gens, il a tué des gens. Et il a des statuts un peu partout en France. C'est quand même assez bizarre. Et vous savez je suis cartésien, hein, je suis un produit de l'université, et je veux des preuves, des faits. Il faut que ça soit factuel pour avancer. L'OMS dit en 87 que les risques de personnes qui sont vaccinées pour la rougeole, d'attraper la rougeole est 15 fois supérieur. Bon. C'est la maladie des vaccinés. On appelle ça la maladie des vaccinés aux USA. 15 fois supérieure. La Suède l'abandonne, l'Allemagne l'abandonne aussi. Son ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il dit? Son efficacité médicale n'est pas prouvée, sa toxicité est démontrée. Pourtant, on continue. Qu'est-ce que le concept de la vaccination? C'est pas compliqué. On vous dit qu'il ne faut pas vacciner si on ne sait pas si le système immunitaire est défaillant ou pas. Le problème, c'est qu'il faut une année pour le savoir. Le problème, c'est qu'on injecte jusqu'à 9 vaccins le premier jour. Parfois. La première semaine. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique et les médecins ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Je vais rentrer un petit peu dans les vaccins. La varicelle, qui est totalement bénigne et immunisante, quelques jours pour guérir. Pourquoi on vaccine? Quel est l'intérêt? Ça coûte des milliards, le trou de la Sécu. Du coup, comme il y a le trou de la Sécu, on va privatiser. Hein, bien sûr, c'est toujours les copains de ceux qui ont fait le trou de la Sécu qui vont privatiser. Hein, c'est comme la privatisation des autoroutes, etc. Hein. Le docteur James H. Shannon explique. C'est encore un docteur. Le seul vaccin sûr est un vaccin jamais utilisé. Intéressant. Je vous parlerai pas des chiffres de tous les accidents de 99 à 2002. C'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers au total. Moi, mon préféré, c'est le tétanos. C'est un germe anaérobie. Donc, il ne peut pas se rencontrer dans le sang. Il va direct dans les nerfs. Et il est non contagieux. Donc, expliquez-moi l'intérêt de faire une vaccination de santé publique qui va protéger tout le monde. Il n'est pas contagieux. Donc il ne saute pas d'une personne à l'autre. Donc pourquoi on vaccine toute la population? Sachant cela, et sachant qu'en France c'est obligatoire pour le travail, etc., pourquoi la France est la dernière en Europe, avec le Portugal, au niveau de la vaccination du tétanos? C'est pas normal. On devrait être les premiers. Si je vous cite rapidement j'ai presque fini les quelques effets secondaires du tétanos. Réaction aiguë, choc anaphylactique, urticaire généralisée, syndrome de Lyell, déficit de coagulation, œdème, asthme et autres allergies, des réactions neurologiques, encéphalite, syndrome de Guillain-Barré, syndrome de Landry, paralysie des nerfs respiratoires, névrite périphérique, douleur articulaire persistante, épilepsie, spasme tétanique, vascularite cérébrale, névrite péribrachiale, paralysie motrice des membres, paralysie du larynx, des complications cardiaques, infarctus du myocarde, tachycardie, etc., 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 pour une maladie que vous n'allez même pas rencontrer. L'âge du tétanos, c'est 79 ans. Il y a 20 cas par an, 79 ans. Ah oui. On les connaît, les chiffres des personnes. C'est-à-dire il y a 20 personnes qui sont touchées par an et on va vacciner tout le peuple. C'est quand même bizarre. 80 ans en moyenne. Et qui ont 80. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour la cerise sur le gâteau. La grippe, moi, mon expérience personnelle, je l'ai fait. Je suis tombé malade comme un chien pendant 3 jours. Ça a servi à rien. Donc c'est quand même assez hallucinant. Ça peut causer quoi? Pour le plaisir, infarctus, encéphalite, myélopathie, occlusion de la veine centrale de la rétine, paraplégie, Alzheimer, rien que ça. Vous savez qu'il y a à peu près en 2002-2003, il y avait 863, écoutez-moi bien, c'est important, 863 souches différentes de grippe, bactériennes différentes, virales. Et lequel on choisit pour faire le vaccin?
la 268e, la 332e. Je sais pas, je pose la question. L'autisme a été multiplié par 10. Non, 12. Par 12. C'est jamais des chiffres plus bas d'ailleurs. Hein. Donc c'est assez dingue. Et juste pour finir, 2-3 anecdotes de Georges Blech, hein, édition Actes Sud, inventeur de maladies. Vous savez qu'ils sont en train d'inventer la ménopause masculine. Bientôt. C'est pas une blague. Ils inventent des maladies. Le syndrome de Sissi, le syndrome du tigre en cage. C'est génial. D'un coup, vous avez 3 millions de malades. C'est extraordinaire. On a répertorié 30 000 maladies. Aux États-Unis, en 1945, il y avait 29 maladies psychiatriques. Aujourd'hui, 395. Vous savez qu'il y a des maladies, des non-maladies qu'on diagnostique comme maladies. Vous allez halluciner, encore une fois. Vieillesse. Pour certains, c'est une maladie, alors que c'est de la physiologie pure, comme la ménopause au passage. C'est physiologique. Le travail, la tristesse, l'ennui, les cernes, la calvitie, la laideur, la solitude, la grossesse. On est en train de transformer ces états de vie physiologique en maladie. Hein, je le disais tout à l'heure, vous êtes tous des malades qui vous ignorez. Comment créer des malades? Manipuler les constantes biologiques. Comment on fait? Bon, avant l'hypertension c'était 16-10. Qu'est-ce qu'on fait? On descend à 14-9. Et vous avez 3 fois plus d'hypertendus. Un hypertendu veut dire quoi? Affection longue durée, 40 ans de traitement. C'est exceptionnel. Bien sûr, ça ne fait pas... vous savez, vous connaissez le syndrome de la blouse blanche. Hein, il y a des malades, dès qu'ils voient le médecin, attention, elle monte à 20. Mais il se prendra un traitement pendant 40 ans hypertendu. C'est génial. C'est pratique. Vous savez que ces gens fabriquent des faux articles avec de faux journalistes, enfin des vrais journalistes, mais de faux médecins. Faux articles, il y a des dizaines de cas. Des faux articles scientifiques, publiés dans des revues scientifiques, totalement faux. C'est des... Il y en a une récemment, là. C'est des, comment on pourrait appeler ça? C'est une genre de publicité qui va dire que ce qu'il y a de bien du médicament, ne jamais parler de tous les soucis, c'est honteux. On vient de découvrir, attendez une seconde, on vient de découvrir, là c'est très récent, qu'il y a un chercheur américain qui touchait de l'argent de plusieurs laboratoires. Ça fait 25 ans qu'il a des études bidons avec des malades bidons qui n'ont jamais existé, et ça fait 25 ans qu'il récolte de l'argent du gouvernement, mais en attendant les médicaments sont donnés à des gens et ça c'est certainement créer des morts. Et ça c'est récent, c'est il y a quelques jours. Donc tout ça pour dire que ah oui, autre chose, il y a un truc génial, c'est que vous savez que on en parlait, il y a de l'OGM dans les vaccins, il y a du thimerosal ou thiomersal selon les cas, il y a du sérum bovin, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin, il y a l'histoire des vessies de juments. Enfin, c'est des trucs. Franchement, sincèrement, c'est massacre à la tronçonneuse, quoi. C'est une horreur. Hein. Les OGM sont quand même, il faut le savoir. On vous dit que c'est cultivé sur des cellules immortelles. En vérité, c'est sur la tumeur mammaire de la souris, en tout cas pour l'hépatite B. C'est des cellules tumorales, hein, au passage. Et il y a des gens qui ont dit bon, si vous injectez ça à des bébés, on vous donne ce petit cocktail et buvez-le. Certains ont donné, je crois, 100 000 ou 200 000 dollars, 135 000 dollars pour le boire. Et il y a un Allemand qui a offert la dernière berline Mercedes, port compris, à domicile. Jusqu'à présent, personne, absolument personne, ne l'a bu, cette fiole. Tout ça pour dire que la science aujourd'hui est devenue une science dictatoriale qui sort, elle refuse ou elle prend comme blasphème toute remise en cause de son autorité, alors que ce ne sont que des hommes, hein, rien d'autre. Et on a transformé la religion quelle qu'elle soit, la religion divine, la religion scientifique en religion divine. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. Celui qui s'approche, on l'excommunie, on l'exclut du centre de recherche, on lui enlève... Il n'y a plus de sang, oui. On lui enlève les budgets, etc. On l'assassine, comme on faisait pour les sorcières. C'est exactement le même système et c'est très inquiétant. Maintenant, si vous avez des questions,
Ici, en haut. Je voudrais juste signaler une chose, qu'il y a une réunion qui vient d'avoir lieu là, il y a très peu de temps entre les députés et les sénateurs. J'ai tous les documents là, mais je peux pas, j'ai pas le temps de vous les lire en entier. C'est un poème. Ils se sont rencontrés parce qu'ils ont appelé ça la vaccinologie spécialité française. Et ils se sont inquiétés parce qu'ils trouvent que les Français ne vaccinent pas assez. Ils voudraient relancer l'histoire de l'hépatite B, surtout s'occuper du Gardasil, qui est un vaccin merveilleux, etc. Et alors, ils ont vraiment été navrés de voir qu'il y a tellement peu de gens vaccinés, et j'ai appris avec la plus grande surprise, c'est à cause du lobby anti-vaccinal qui en France est beaucoup plus puissant que les laboratoires. Et ils ont même osé dire, et ça il y a vous pouvez le voir sur internet, ça s'appelle la dernière réunion interministérielle pour les vaccins, ils ont dit c'est à cause du lobby anti-vaccinal qui est extrêmement puissant en France, et auprès d'eux, les laboratoires ne savent même pas comment s'exprimer et n'ont plus la parole. Alors quand on ouvre la télévision et qu'on les entend, moi ça m'a fait rire de voir que nous faisons partie du lobby extrêmement, ils savent pas, je crois que le mot lobby, ils connaissent pas le français non plus. J'étais pas au courant moi non plus, mais bon. Allez-y, gardez. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Il y a une question ici, en haut à gauche. Nous, on voit rien du tout, alors. Oui. Est-ce que vous avez un micro? Voilà, j'ai un micro. Tout d'abord, merci pour votre entêtement et l'ensemble des éléments que vous nous donnez à entendre. Une boîte à outils très utile. La question, c'est avez-vous un conseil à nous donner par rapport à l'obligation qui est faite dans certaines crèches ou écoles? Attendez, pardon, j'ai pas compris ce que vous dites là. Y a-t-il une recommandation, quelques conseils à nous donner par rapport à l'obligation que font certaines écoles ou certaines crèches de la vaccination? C'est-à-dire pour rentrer un enfant dans certaines crèches, il est recommandé, mais fortement recommandé, voire imposé. Alors, le problème des crèches est spécial, c'est-à-dire que même s'ils ne peuvent pas vous imposer un vaccin, ils peuvent vous dire, ben oui, d'accord, c'est pas obligatoire si vous voulez, mais si vous le faites pas, je vous prends pas votre enfant à la crèche. C'est un chantage. On peut aller jusqu'à déposer des plaintes, et je connais des gens qui ont gagné en crèche. Pour l'école, par contre, c'est beaucoup plus simple. Depuis qu'il n'y a plus la vaccination de l'hépatite B, il y a 3 vaccins qui sont obligatoires en France, ce sont le tétanos, la diphtérie et la polio. Or, le vaccin TTB, qui était le vaccin qu'on avait jusqu'à maintenant, a été retiré par les laboratoires, sous prétexte qu'il n'était pas assez efficace. Je vais vous couper ça. En vérité, il a été retiré parce que maintenant, à la place, on vous propose un vaccin qui a 5 valences et qui, au lieu de coûter 5 ou 6 euros, je ne sais plus quel était le prix, il en coûte 18 ou 20. Bon, évidemment, c'est toujours pareil, on retombe dans le fric encore. Et vous pouvez très bien justement dire, d'accord, il n'y a plus de vaccin trivalent. Vaccin DTP, polio, ça n'existe plus tout pur. Donc, on vous impose ou l'hexavalent. Il y a eu un film à la télévision dernièrement, un film allemand sur Arte, je crois aussi, montrant les accidents vaccinaux qu'il y a avec l'hexavalent, qu'on a retiré aussi, pour en mettre un autre, qui est encore un autre hexavalent, qui est encore permis, parce qu'il y a eu tellement d'accidents aussi. Il y a eu, et c'était très bien, on l'a montré sur Arte. Il y a eu comment dirais-je, des médecins légistes qui ont dit qu'on leur amenait tous les jours dans les hôpitaux des enfants dont le cerveau était devenu très dur, qui est un signe de commotion cérébrale après vaccination. Alors évidemment, les vaccinateurs, enfin tous les lobbies et tout, ont dit oui, mais on n'a pas la preuve que ça vient du vaccin. Alors on vaccine un enfant à 4 heures, à 5 heures il meurt et on autopsie son corps, et ça n'a aucun rapport avec le vaccin. Bon, ça c'est ce qu'on dit pour toutes les maladies. Pour le Gardasil, les accidents qu'il y a eu, c'était des jeunes filles de 11 ans et l'autre 18 ans, les 2 dernières dont nous avons parlé tout à l'heure, ces filles qui étaient en parfaite santé sont mortes ou ont eu des accidents tout de suite après la vaccination, mais la preuve n'est pas établie. Ça, l'établissement de la preuve en France, dans le monde, c'est incroyable. Donc vous pouvez très bien dire aux médecins, d'accord, je suis d'accord pour le faire lorsque vous me fournirez le TTP normal. Je ne veux pas donner des vaccins non obligatoires, parce que les vaccins non obligatoires, si vous avez un accident, ce n'est pas l'État qui remboursera. Ce sera à vous de poursuivre les laboratoires. Alors là, vous avez vu un peu comme c'est compliqué de le faire. Donc automatiquement, par contre, quand c'est l'État qui vous oblige, il est responsable. Et bon, c'est aussi le parcours du combattant, mais vous arrivez à toucher de l'argent. La preuve, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de gens, bien qu'ils nient les effets secondaires, ils ont remboursé des effets secondaires, ce qui prouve bien qu'ils mentent encore et qu'il y en a eu et qu'ils l'admettent. Mais pour vous, c'est très fort, c'est une grosse aide de pouvoir dire, d'accord, quand ce vaccin reviendra, je suis prêt à vacciner mon enfant avec ce vaccin. En attendant,
j'attends, parce que je vais surseoir à votre obligation, étant donné que ce vaccin n'existe plus. Or, je sais, parce que j'ai un de mes amis qui a téléphoné qui préside la Ligue pour la liberté des vaccinations, a téléphoné à la Pasteur et a demandé est-ce que vous allez reprendre la commercialisation du DTP. Et on le dit, il n'en est pas question, monsieur. Donc maintenant, vous avez le choix entre un vaccin hexavalent, sexavalent ou heptavalent, enfin avec beaucoup d'autres valences dedans. Vous les refusez parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Donc tant qu'ils n'auront pas les trois, et c'est pas demain qu'ils les auront, vous pouvez très bien refuser. Et je vous assure que c'est évidemment une épreuve de force, mais si vous n'êtes pas dans la peur, vous gagnerez à tous les coups, parce que je connais beaucoup de gens qui s'en sont sortis très bien grâce à ça. Et ça, c'est leur imbécilité aussi qui est allée trop loin, à vouloir trop gagner. Ils nous ont donné une arme contre les vaccins en disant on ne le fera pas parce que ces vaccins sont pas obligatoires. Donc vous voyez ce que vous pouvez faire. Pour les crèches, c'est beaucoup plus difficile. Alors ça dépend des directeurs des crèches, mais vous pouvez toujours leur dire d'accord. Alors moi il y a aussi un truc important, c'est de leur dire vous me faites un papier garantissant que mon enfant n'aura jamais de problème, sinon c'est vous qui vous portez garant qu'il n'y aura pas de problème. Ben, je vous assure que là vous gagnez toujours quelques mois ou quelques années, à part que là, évidemment dans certains cas les crèches sont pleines, évidemment il faut changer de crèche à ce moment-là. Mais pour l'école c'est beaucoup plus facile maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas, à la place des vaccins, une possibilité de renforcer le système immunitaire, par exemple par l'homéopathie Mais pourquoi voulez-vous remplacer le système immunitaire puisqu'il est immunitaire? Alors renforcer, oui. Le renforcer, par exemple, en mettant des informations, parce que le principe des vaccins, c'est de donner une information pour que l'organisme puisse produire les... Normalement, le système immunitaire, si on a une vie saine, devrait être assez fort pour repousser les maladies. Seulement, évidemment, nous n'avons plus une vie saine. On mange très mal. On respire un air qui n'est pas pur. L'eau est absolument dégoûtante. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des compléments alimentaires ou des choses comme ça. Mais pour un bébé, évidemment, c'est plus difficile. Mais en ayant une vie saine déjà, vous êtes sûr que votre système immunitaire va bien marcher. C'est ça. Seulement, à partir du moment où on empêche la circulation des virus et des bactéries, il est évident que le système immunitaire est beaucoup moins fort qu'il ne l'était parce qu'il ne rencontre pas. C'est en rencontrant les bactéries que le système immunitaire se renforce. Mais sinon, si vous élevez bien un enfant et que il soit dans l'amour, avec une vie saine, il est quand même protégé des maladies. Moi, je sais que j'ai des petits enfants qui n'ont jamais été vaccinés, ils sont jamais malades. Hein. Ici devant. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur la dangerosité des maladies pour lesquelles la vaccination est obligatoire, sur le tétanos, la diphtérie et la polio? Les risques de les attraper et puis qu'est-ce qu'on fait si notre enfant les a? Le tétanos? Les maladies pour lesquelles la vaccination est obligatoire en France actuellement. Oui. Écoutez, la diphtérie... Il me semble que vous avez dit tout à l'heure que c'est des maladies qui n'étaient pas si dangereuses que ça, que c'était un petit peu un mythe, donc je voudrais que vous développiez là-dessus. Le tétanos, on vous a déjà répondu là-dessus, puisque le tétanos ne s'attrape pas. Vous savez, le tétanos, à partir du moment où vous vous piquez, c'est pas avec une piqûre de rosier qu'on attrape le tétanos, hein, mais à partir du moment où vous avez une blessure, il faut surtout jamais refermer une blessure, il faut l'ouvrir, la faire saigner, et dès que justement la bactérie est à l'air, étant anaérobie, elle meurt. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. La polio, ça a été pareil. Vous savez, à une époque, le virus de la polio ne résiste pas à plus de 39 degrés. Donc si vous laissez la fièvre monter en la surveillant évidemment, à 39 degrés, le virus meurt. Donc c'est parce qu'on a coupé les fièvres. Au début, il y a eu aussi la grande vogue, parce que chaque fois on a des modes dans la médecine, et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'on s'est trompé. On retire les choses, mais malheureusement les dégâts sont là. On a à une époque retiré les végétations et les amygdales des enfants qui étaient là comme protecteurs, et effectivement le virus de la polio a pu entrer beaucoup plus facilement. Et on a remarqué, il y a eu un travail remarquable fait par un médecin belge qui s'appelle Jean Pilette, qui a fait un travail sur la polio absolument remarquable, parce que dans son pays il n'y a que la polio qui soit obligatoire. Et il a remarqué que les membres qui étaient touchés par la polio étaient des membres qui avaient reçu des injections, soit de notre vaccin, soit des antibiotiques au moment où ça a été la grande mode des antibiotiques qu'on donnait par voie en piqûre. À ces endroits-là. Donc si l'enfant avait les amygdales enlevées ou les végétations, en plus était vacciné
et on faisait couper la fièvre. C'est là qu'il y a eu des grandes épidémies de polio. Mais la polio, on ne risque plus rien. Maintenant, les seuls virus qui circulent sont des virus vaccinaux. Quant à la diphtérie, c'est vraiment une maladie qui a un peu disparu. C'est une maladie, toujours ces maladies sont des maladies sanitaires. Si les gens sont propres et ne boivent pas de l'eau dans des puisards ou des trucs comme ça, ils risquent pas d'attraper la diphtérie. Hein? Et une bonne alimentation, évidemment. À partir du moment où vous mangez, seulement évidemment, pour manger une bonne alimentation maintenant, il faut manger des choses biologiques, parce que sinon, évidemment, quand tout est entouré de pesticides, de produits chimiques, j'ai un ami qui m'a téléphoné il y a quelques jours en me disant, j'espère que tu ne manges jamais de pain qui soit pas bio. J'ai dit, bon, c'est rare, en général, je mange que des choses biologiques. Il m'a dit, parce que j'ai visité les grands moulins, et je te signale que dans les grands moulins, je leur ai dit un jour, mais la farine qui est là, et autrefois, pendant la guerre, on avait, quand vous gardez la farine très longtemps, on avait quand même des charançons, des choses comme ça. Il a dit, oh, vous risquez rien parce qu'on bazarde du DDT une fois par semaine. Donc il n'y a aucun danger. Alors vous voyez, il valait mieux manger des charançons, même si c'est pas très appétissant, que de manger des choses comme ça. Donc à partir du moment où vous mangez sainement, où vous essayez de pas trop, de purifier votre eau, de faire des choses comme ça, vous ne risquez rien. Je crois que la chose la plus dangereuse, c'est d'avoir peur. À partir du moment où vous avez peur, vous êtes angoissé, vous déclenchez autour de vous une impression d'angoisse, et les enfants le ressentent. Et déjà le système immunitaire. Vous savez que les Américains ont fait des grandes études sur le système immunitaire par rapport à la peur et par rapport à la joie et par rapport au rire et à tout ça. Et on s'est rendu compte que l'état moral des gens était très important pour le système immunitaire. C'était même plus une question de virus ou de bactéries, là. Il suffit de ne pas être dans la peur. Mais dès que vous avez peur, votre système immunitaire immédiatement chute. Donc il ne faut pas être dans la peur. C'est ce que je vous dis. Je crois que la chose la plus importante, c'est d'éradiquer la peur. Quand on aura éradiqué la peur, on sera beaucoup moins malade. Quand on ne sera pas vacciné, on sera beaucoup moins malade. Et quand on prendra le moins de médicaments possible, on sera beaucoup moins malade. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je voulais simplement intervenir pour deux choses. La première et la plus importante, c'était pour... J'entends très mal. Oui. Oui, je voulais intervenir simplement sur deux points. Le premier et le plus important, c'était parce que je voulais vous remercier infiniment pour ce que vous faites. Je suis médecin sur Marseille et j'ai été particulièrement troublé par toutes ces informations que je suis depuis quelque temps. Je suis sidéré du conditionnement qu'on a dans les facultés de médecine et le blackout total qu'on peut avoir au niveau des informations que vous nous apportez. Il n'y a pas de quoi, parce que si je n'apportais pas cette information, moi ça me rendrait malade de me dire que je suis complice de tous ces gens-là. Vous savez, je crois que c'est Einstein qui disait le monde périra, c'est pas Einstein, je ne sais plus qui a dit ça, le monde ne périra pas par les gens qui font des crimes, mais par ceux qui sont spectateurs et qui ne les dénoncent pas. Je crois que si chacun d'entre nous dénonçait tout ce qui se passe autour de nous, eh bien l'information circulerait. Et c'est le manque d'information qui est en train de tuer l'humanité. À partir du moment où on sera informé, vous savez, c'est un petit peu quand on n'est pas informé, c'est comme si on avait un bulletin de vote quand on va voter. Ce serait vraiment la dictature. Mais c'est ce que nous avons. Nous n'avons pas le choix pour les vaccins. On est obligé d'être vaccinés. Donc nous sommes exactement dans un régime dictatorial. Absolument. Comme il y en a dans tous les pays africains. Absolument. Et avec la dictature va la propagande. Et simplement, je voulais signaler la difficulté de faire passer ce message auprès de collègues médecins, d'une part. Et d'autre part, quand on arrive à les convaincre de venir à cette conférence pour ce soir, j'ai appris et j'ai vraiment été surpris d'apprendre qu'il y avait 2 conférences au sujet des vaccinations qui étaient faites par des laboratoires sur Marseille et qui a débauché tous ces collègues médecins que j'avais mis quelques journées à convaincre de venir. Voilà, c'était simplement pour donner cette information et qui est assez troublante quand même. Mais oui, merci de votre témoignage. C'est intéressant. Oui. Et je me demande si dans les laboratoires qui font en ce moment une grande campagne, s'ils ont tellement de monde, j'espère qu'ils sont aussi allés au match de foot et qu'ils n'ont pas écouté, parce que sinon ils sont malgré ce qu'ils disent et qu'ils n'ont pas la parole, je crois qu'ils sont quand même très forts comme vendeurs. Je crois qu'on peut leur donner une prime, parce que ils disent tous du reste que j'ai cité dans mes livres souvent des médecins qui disaient, vous savez, les médicaments, ça se vend exactement comme du Coca-Cola, c'est du marketing, avec la différence que si vous n'êtes pas obligé de consommer du Coca-Cola si vous savez que c'est pas bon, tandis que les médicaments, enfin
enfin les vaccins, vous êtes obligés de les consommer. Et les médicaments, c'est un peu pareil, parce que c'est ce que disait justement tout à l'heure mon compagnon, c'est mon ami, c'est que s'il n'y a pas de, si vous écoutez la blouse blanche, à partir du moment où on respecte cette blouse blanche et on se dit c'est lui qui a raison, c'est terrible. Il y avait le docteur Mandelson qui disait que les médecins étaient les gens les plus puissants de la planète parce que il y avait aucune femme ne voulait écouter un homme qui lui disait à la première fois qu'il le voyait, déshabillez-vous. Or quand un médecin vous dit déshabillez-vous, vous l'obéissez. Et si ce n'était pour ça, ce serait pas très grave. Mais chaque fois on me dit toujours oui mais c'est mon médecin qui me l'a dit. Vous vous rendez compte, c'est un grand professeur. Et très souvent, moi au début de mon combat, j'étais confrontée souvent avec des grands professeurs, parce que j'ai jamais rencontré un petit professeur, qui m'ont toujours dit avec beaucoup d'assurance, ah, c'est vous la petite journaliste qui allait me porter qui allait porter la contradiction, on va bien voir. Et je me suis rendu compte très vite qu'ils ne savaient rien, que c'était la plupart du temps des ignorants. Je pense qu'ils sont plus bêtes que méchants souvent. Ils sont complètement idiots. Et chaque fois que j'étais confrontée à un grand professeur, maintenant j'ai plus du tout peur d'eux, je me suis aperçu que pour dire des bêtises, il n'y a pas mieux que... J'ai eu un jour une conférence comme ça, et c'est quand même, je la cite parce que ça m'a frappé. Je devais être confrontée à la femme qui est la grande spécialiste de la fièvre jaune en France. C'était dans une conférence au Mans. Et on m'avait dit, vous allez avoir affaire à forte partie, parce que c'est une femme extrêmement importante, c'est un grand médecin, etc. Alors elle a commencé à vouloir parler la première, je lui ai dit avec plaisir, allez-y. Et elle a commencé à nous dire, mais vous savez que les vaccins ont changé la face du monde, parce que on a construit le canal de Panama, et on n'arrivait pas à le construire quand on a commencé la construction, parce que les malades, les ouvriers mouraient de la fièvre jaune tous les jours. Ils en mouraient sans arrêt. On n'arrivait pas à construire, à faire le canal. Et heureusement, les vaccins sont arrivé, grâce à ça, le canal de Panama a été inauguré. Et à ce moment-là, le médiateur se tourne vers moi, il dit, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je lui dis, écoutez, moi je sais pas, mais le canal de Panama, il a été inauguré en 1914, et la première isolation du virus, c'est 1927, et le premier vaccin, c'est 1930. Dit-elle. Il faut que je vérifie. Je dis, mais madame, vous devriez vérifier avant de parler, parce que ça fait 35 ans que vous faites la même conférence en disant que le canal de Panama, et à ce moment-là, le médiateur m'a dit, mais vous vous rendez compte, vous portez une très grave accusation contre le docteur Untel. Je dis, c'est pas une accusation, elle a qu'à ouvrir le dictionnaire. C'est la plus grande spécialiste en France, et voilà ce qu'elle dit. C'est quand même très grave. Voilà, et bien ça c'est un exemple. Et bien cette femme, je vous garantis qu'elle ne fera plus jamais la même conférence, parce que depuis que je lui ai dit ça, et du reste elle a quitté la salle et elle a dit, j'ai été invitée à un showstrap. Moi je savais qu'il y aurait qu'il y aurait une certaine contradiction, mais je ne pensais pas qu'elle dirait des âneries pareilles, et je me demande si elle était sincère ou si elle avait forgé un mythe et qu'elle y croyait. En tout cas, elle a sorti une ânerie énorme, et c'est pas la première. Je vous cite celle-là parce qu'elle était peut-être un peu plus grosse, mais j'en ai eu d'autres tout au cours de mon travail, j'en ai rencontré des quantités. Donc il ne faut pas avoir peur de ces gens-là qui vous disent « je suis le meilleur ». Et justement, tous les Américains que j'ai rencontrés, qui étaient dans le film, donc Wakefield et autres, je les ai rencontrés en même temps que d'autres, des témoins des parents qui avaient eu les enfants blessés, et qui disaient tous la même chose. Chaque fois que nous avons rencontré un médecin, ils disaient « laissez-nous, nous savons ». Eh bien non, ils ne savaient pas. Et tous les témoignages qui ont été faits par des gens, il y avait un banquier, il y avait un producteur de cinéma qui a eu des enfants blessés ou morts à cause des vaccins, ils disaient, n'écoutez pas ces gens-là, ils ne savent pas. C'était aux États-Unis, mais en France c'est exactement le même problème. Voilà, donc il faut surtout ne pas faire confiance. Vous avez des merveilleux médecins. Moi, j'ai plein d'amis médecins qui sont des gens remarquables, mais je ne critique pas les médecins. Mais les médecins maintenant, la plupart sont devenus des vendeurs de médicaments. Et c'est pas comme ça qu'on fait la médecine. La médecine, c'est d'écouter le malade. Maintenant, on n'a plus le temps. Vous savez que vous avez un certain moment, vous les écoutez. La plupart des gens qui vont voir des médecins me disent, mon médecin a tourné le dos, il s'est mis devant l'ordinateur et il a tapé. Et effectivement, c'est ce qui se passe par exemple avec les vaccins. Même s'ils étaient bons, il faut se dire qu'on donne le même vaccin à un bébé qui pèse 2 kilos et un monsieur qui pèse 100 kilos, on le donne à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui n'est pas malade, on le donne à quelqu'un qui est gros, à quelqu'un qui est maigre, c'est toujours le même vaccin. Alors on est très très loin de la médecine de tous les grands maîtres. Négation de la variabilité biologique, c'est extrêmement grave. Et oui, c'est ça qui est très grave. Parce que justement, quand on disait justement le terrain est tout, le virus n'est rien, le terrain est tout, eh bien c'est plus le terrain maintenant qu'on soigne, c'est uniquement le même virus pour toutes les personnes. Et c'est la même chose pour les soins du cancer, on soigne tout le monde de la même façon. Il faut essayer chaque malade et à sa spécificité, et c'est ce qui manque beaucoup à la médecine. Donc, en vérité, tous ces laboratoires nuisent à la médecine. Et je suis pas du tout contre la médecine, mais notre médecine à nous, elle tue, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle tue beaucoup plus qu'elle ne soigne.
Voilà. Si je peux juste me permettre concernant les médecins, vous savez que maintenant le médecin ne prescrit plus, c'est le patient. Le patient arrive et le médecin dit qu'est-ce que tu veux? C'est des médecins de famille et le patient il demande, il lui dit, il lui donne, il s'en va. C'est sérieux ce que je dis. Souvent j'ai trouvé 13-14 médicaments dans une ordonnance. Vous savez, c'est Carrefour, hein, le pharmacien, on sort avec 2 gros sacs. Et je vous invite à tester cette technique. Demandez à vos grands-parents, parce que c'est souvent eux, de dire à leur médecin: bon, docteur, vous trouvez pas qu'il y en a un peu trop, le pilulier, là, ça va pas, je me mêle les pinceaux, il y en a trop. Vous pouvez pas un peu diminuer, et vous verrez, il y en a 5 qui sautent. Et ça fait 10 ans qu'il les prend pour rien, c'est quand même assez dingue. Et quelques chiffres, GlaxoSmithKline, hein, grosse boîte, 17 000 visiteurs médicaux en Europe, 17 000, une armée de petits soldats. Une seule boîte, Pfizer. Et les autres, imaginez combien ils sont. D'ailleurs, c'est du harcèlement au cabinet. Hein. C'est du harcèlement. Vous lui donnez une demi-heure, à moins le quart, il est toujours là. Enfin, c'est dingue. Il parle, il vous saoule. Il veut pas partir. Il faut qu'il vende parce que son crédit, le crédit de la maison est en jeu. Enfin, c'est dingue. C'est un monde qui s'écroule. L'industrie pharmaceutique débourse par médecin 8 000 à 13 000 euros par an. Et il faut savoir que, par exemple, dans le livre de George Blech, il explique qu'aux États-Unis, comme c'est très difficile, c'est qu'il y a des boîtes qui négocient 5-10 minutes par médecin, qui vendent ça aux industries pharmaceutiques. Et ça se monnaie très cher. Et le médecin, sur l'argent qu'il va toucher, il a le droit de donner $1 ou je sais pas quoi à une œuvre caritative. Vous savez, toujours on mélange tout. Vous savez, on mélange c'est assez terrible. Et ils ont découvert qu'il y a des visiteurs pharmaceutiques qui, pour avoir un petit quart d'heure, 10 minutes avec le médecin, ils lui payent le plein d'essence. Et pendant qu'ils font le plein d'essence, ils papotent. Business. Alors moi je dis une chose, si un médecin, le médecin qui était le pilier du village, si il vient gratter vulgairement un plein d'essence, où va-t-on? Faut se réveiller là, sincèrement, enfin, c'est gravissime. Un plein d'essence. Je veux bien que le baril soit monté à $200 l'été dernier, mais quand même, tout de même. Je veux bien que les Américains prennent tous des 4x4, mais c'est pas suffisant. Bonsoir et merci. C'est une question en rapport avec l'immunité. Il s'agit, excusez-moi de venir sur un cas particulier, il s'agit d'un grand prématuré qui est né à 680 grammes, qui a maintenant 3 mois, qui a 2 kilos, et on prétend que cet enfant qui est donc né un peu accidentellement à 5 mois et demi n'a pas une immunité suffisamment solide et qu'il faut d'art lui donner le vaccin avec les 5 éléments magiques, miraculeux et tout. Alors voilà, je vais vous passer, si vous avez une petite seconde, ma fille qui est à côté de moi et qui va vous parler des peurs qu'on essaye de lui injecter avec toutes ces vaccines. Oui, bonsoir. Merci. Donc la question, c'est simplement, de savoir si vous avez des informations concernant ce qu'on me dit, à savoir que le bébé, comme il est né prématurément, il lui a manqué 3 mois et demi de gestation, donc il n'aurait pas bénéficié d'une barrière immunitaire suffisante, et il faudrait le vacciner contre les 5 avant la sortie de l'hôpital, et il pèse que 2 kilos au 100, donc je suis un petit peu étonnée, néanmoins sensible à ce qu'il soit bien protégé. Donc est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que c'est un cas particulier que vous avez déjà rencontré ou pas? Voilà. De toute façon, quand un enfant n'a plus d'immunité, c'est justement là qu'il faut surtout pas le vacciner, puisque un vaccin fait tomber l'immunité. On le sait, ça attaque l'immunité. Donc c'est une contre-indication. Donc vacciner un enfant qui n'a plus d'immunité, c'est criminel. Criminel, il faut laisser au contraire l'immunité se réinstaurer. Et c'est ce que je disais justement avec les maladies infectieuses. Ce sont ces maladies infectieuses de l'enfance qui forgent le système immunitaire. C'est quand l'enfant rencontre un ennemi, si on peut dire, parce que le système immunitaire,
c'est comme une armée, comme des soldats qui viennent à la rescousse de votre corps quand il est attaqué par un agresseur. Alors quand il y a un virus ou une bactérie qui se présente, si elle est pathogène évidemment, l'immunité se met en marche. Mais s'il n'y a plus d'immunité, je vois pas en quoi le vaccin peut rétablir l'immunité. On ne me dit pas qu'il n'a pas d'immunité, mais on me parle notamment qu'elle est très faible. De la méningite et de la coqueluche qu'il pourrait rencontrer dans ses premiers mois de vie. Je comprends. On me parle de la méningite et de la coqueluche notamment. Donc moi, comme j'y connais rien, je suis un peu hésitante. Donc il serait susceptible de rencontrer ce virus et de ne pas pouvoir se battre contre à cause de sa grande prématurité. Alors, la méningite, c'est le gros problème parce que justement, les vaccins donnent des méningites. Alors, on vaccine contre la méningite avec des vaccins qui donnent la méningite. C'est là qu'on est dans l'aberration totale. Dans le mythe. Et la coqueluche, bon, chez un petit bébé, elle est dangereuse, mais chez un enfant, elle n'est pas dangereuse. Alors maintenant, c'est toujours ça. Autrefois, les bébés qui naissaient avaient l'immunité de la mère. Maintenant, les mères n'ayant pas rencontré, étant elles-mêmes très vaccinées, n'ayant pas rencontré les maladies de l'enfance, ne donnent pas l'immunité à leurs enfants. Mais toutes ces maladies dont on vous parle, la coqueluche, on fait toujours peur avec tout ça, mais moi je comprends pas qu'on essaie de vacciner des enfants qui sont pas en pleine état. Le seul moyen de résister au vaccin sans avoir jamais d'accident, c'est d'être en pleine forme. Et si vous êtes en pleine forme, vous résistez aux maladies aussi bien qu'au vaccin. Donc on est dans un cercle vicieux complet. Merci. Donc je peux pas, je sais pas qui sont ces médecins, mais moi je sais que je changerais de médecin s'il y avait des médecins qui faisaient. Vous savez, oui. Vous savez que le système immunitaire, enfin un bébé, quand il naît, il se défend avec les immunoglobulines de sa mère pendant à peu près 6 mois. Vous voyez la courbe diminuer, c'est très clair. Et il met à peu près 6 ans pour avoir un système immunitaire mûr. Donc vous pouvez m'expliquer pourquoi on les vaccine à 1 semaine, 2 semaines, alors que le système immunitaire à qui on donne l'ordre de reconnaître l'antigène pour fabriquer des anticorps, il n'est pas assez mûr. Déjà rien que là, vous avez une contradiction intellectuelle lourde, importante. Et bien sûr, on vous dit que si le système est déficient, ne pas vacciner. Contre-indication, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous retourner contre l'industrie pharmaceutique puisqu'elle a écrit. Donc c'est voilà quoi. Et autre chose, si vous permettez, on n'est pas là en train de faire des diagnostics. On n'est pas là en train de faire des traitements, de faire des ordonnances. C'est juste ayez les informations et prenez votre décision. Mais ayez toutes les informations. Voilà, c'est ça qui compte. Et après, il va falloir, je suis désolé de vous le dire, prendre une décision toute seule comme une grande. Et là, ça va être difficile. C'est là que ça se joue. Tout se joue à ce moment-là. C'est qui croire? Et là, ça se complique. Je pense que dans certains cas, il ne faut pas hésiter à trouver un médecin qui accepte de dialoguer avec vous, parce que la plupart des médecins vous prennent on donne l'impression qu'ils prennent vraiment les patients pour des idiots ou les parents des enfants pour des idiots, et étant donné leur connaissance, ils ne vous donnent aucune explication. Essayez de trouver un médecin avec lequel vous pourrez dialoguer. Et en vérité, il n'y a que les médecins avec lesquels vous pouvez dialoguer. A priori, ce sont des homéopathes. Bon, maintenant, il y a d'autres médecins qui ne sont pas homéopathes et qui sont de merveilleux médecins, mais il y en a de moins en moins. Donc, l'important, je crois, c'est de trouver le bon médecin. Et puis, une fois que vous en avez trouvé un, vous ne le lâchez plus, hein, parce qu'il y en a très peu et ça se rétrécit de plus en plus. Une question au centre, au milieu. Bonsoir, ici. Oui, je vois. Alors, par ici plutôt, mais d'accord. Alors ici, on est un petit groupe des étudiants en médecine. Alors moi personnellement, je suis en 5e année. J'ai pas trop d'expérience. J'ai suivi les cours à la fac, mais alors je suis quand même étudiant et j'ai pas assez d'expérience. Mais alors, si je vous ai bien compris, vous avez fortement critiqué surtout les vaccinations contre le polio et le tétanos. Pas plus que les autres. Alors, ce que j'ai appris à la fac, personnellement, et je pense que je peux parler pour mes amis. Alors, on a appris, par exemple, que pour le tétanos, c'est une vaccination qui protège à 100%. Et c'est quand même dû à cette vaccination qu'en France, et moi personnellement, je viens de l'Allemagne, qu'il y a très très peu de cas de tétanos. Par rapport à, par exemple, le tiers-monde, où il y a plein de cas. Moi, j'ai une amie qui était au Sénégal, qui a vu plein de cas de tétanos là, parce qu'ils n'ont pas une vaccination pour chacun. Deuxièmement, laissez-moi finir s'il vous plaît. Deuxièmement,
Le polio, je crois que le polio en Europe, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est dû à quoi? Je pense que ça c'est plutôt dur aux vaccinations. Alors je veux pas dire. Alors vous pouvez commenter. Je suis très curieux parce que j'en sais rien comme je vous ai dit, mais c'est ce qu'ils nous avons appris à la fac, quoi. Et alors voilà. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites vous-même qu'il y a beaucoup plus de cas en Afrique parce qu'il n'y a pas de vaccination. Non, il y a beaucoup plus de cas de tétanos en Afrique parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Les gens se baignent dans des eaux qui reçoivent toutes les pollutions, toutes les défécations de tout le monde, etc. C'est uniquement, il y a l'alimentation. Ce sont des gens qui sont vraiment, leur état immunitaire est très bas là-bas parce que justement, ils vivent dans d'abord des pays où il y a toujours des guerres endémiques, où il y a des quantités de maladies endémiques, il n'y a aucune hygiène, ils mangent très peu et très mal, et l'eau est complètement polluée. Et il y a eu un médecin qui a écrit un livre, il était professeur à la faculté de médecine de Paris, je ne sais plus laquelle, et à Tunis, il s'appelle Bouguera, et il disait, on a dépensé énormément d'argent pour donner des vaccinations au tiers-monde, on aurait mieux fait d'envoyer de l'eau propre, de leur apprendre à faire des choses correctes, à donner une nourriture correcte, à avoir des installations sanitaires, et à ce moment-là, il n'y aurait plus de maladies. Donc c'est pour ça qu'il y a davantage de tétanos dans ces pays-là. On le sait qu'il y en a beaucoup plus. Mais ça n'est pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est parce que uniquement ils n'ont pas une vie saine. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus là-bas qu'ici. C'est pas parce qu'on est vacciné. Autrefois, on n'était pas. Moi, je suis pas du tout vacciné. J'ai jamais eu peur du tétanos. Je passe mon temps à jardiner en mettant uniquement, justement, du fumier de cheval. J'ai jamais eu peur du problème. Et la vaccination. En Afrique, il y a aussi la vaccination néonatale. Alors ça, je vous signale qu'en Afrique, je ne sais pas si on vous l'a appris à la faculté, les femmes qui accouchent, elles n'ont pas tous les moyens, surtout dans l'Afrique profonde, d'aller à l'hôpital ou dans les cliniques ou dans les endroits où on peut les accoucher normalement. Pour couper après le cordon, on met en général des crottins d'animaux, de vaches, de la bouse de vache sur le nombril. Et alors c'est à ce moment-là, c'est justement le tétanos néonatal, mais c'est pas le tétanos qu'on attrape parce qu'on a une épine de rosier dans la main. Alors donc vous voyez, le tétanos, c'est déjà l'Afrique, c'est un. Je peux répondre à votre commentaire? Alors, d'après ce que je sais, les germes de tétanos, ce sont des germes qui existent partout dans le monde. C'est pas une question des sales rues, de n'importe quoi en Afrique. Ça existe aussi dans notre terre partout. Ce sont des germes qui existent partout. C'est pas question d'Afrique ou Europe. On peut s'infecter avec les germes de tétanos aussi en Europe. Et alors, alors, qu'est-ce que vous dites? Mais non, mais même s'il y avait du tétanos en Europe, parce que de toute façon, les germes, c'est pas les germes, ils vous attaquent, ils ne vous attaquent pas, ils sont des témoins, parce qu'on vous apprend la théorie pastorienne, mais si vous aviez étudié l'existence de certains chercheurs qui ont, c'est ce que on disait tout à l'heure, le terrain est tout, le microbe n'est rien, donc si le terrain était solide, les germes ne vous attaquent pas. Moi, j'ai fait le tour du monde dans des conditions parfois très peu saines, j'ai jamais eu peur d'attraper une maladie, j'ai jamais été vacciné. J'ai eu une mère et un médecin merveilleux de famille qui ne nous vaccinait pas parce qu'il a toujours trouvé que la vaccination était idiote. Et dans ma famille où personne n'est vacciné, on a vécu souvent dans des conditions extrêmement précaires dans des pays étrangers, en Afrique ou ailleurs. On n'a jamais attrapé ces maladies-là. C'est uniquement une question d'hygiène et de système immunitaire. On en revient toujours au système immunitaire. Les germes, il y en a partout de toute façon. Un jour, j'ai un monsieur dans une conférence qui m'a dit, mais vous vous rendez compte des microbes, je voudrais pas en avoir dans mon corps. J'ai dit, mais monsieur, vous en avez beaucoup plus que des cellules, des microbes. Donc le microbe il vous attend pas au coin de la rue pour vous attaquer. Si on vous apprend ça à la faculté, je trouve ça très triste quand même, parce qu'il y a une quantité de médecins qui ont. Est-ce que vous avez entendu parler de Béchamp? Béchamp, ça me dit rien du tout. On vous a jamais parlé de lui? Ben oui, c'est un professeur de médecine qui a exercé à la faculté de Montpellier, qui a exercé un peu partout, qui était un type remarquable, qui a fait des travaux énormes et qui était d'accord avec Claude Bernard et avec le professeur Jean Bernard du reste, a dit au cours d'une conférence sur la leucémie, il a dit, et si microbes étaient endogènes et non exogènes? Il a posé une grande question et qui rejoignait toutes les théories de Claude Bernard qui disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et Pasteur, à la fin de sa vie, a admis qu'il s'était trompé aussi. Donc vous voyez, à partir du moment où il y a un bon terrain, le microbe n'est pas à craindre. Et si on vous apprend encore qu'il y a des microbes qui vous attendent dans les facultés, je trouve ça très triste. Et il faudrait quand même que les étudiants de temps en temps posent des questions à leurs professeurs.
Là, ça risque pas. Hein. Non, ça risque pas. Un professeur, c'est le bon Dieu sur terre. Je connais un rayon. Le tétanos, il faut qu'il pénètre l'organisme, et il faut que ça soit une blessure qui crée une anaérobiose. Et je vois pas beaucoup d'enfants se blesser dans nos villes goudronnées, sachant qu'en Afrique, vous savez qu'on a des difficultés à rencontrer de la terre dans nos villes. Même les arbres sont recouverts, sont goudronnés jusqu'au tronc. C'est quand même bizarre d'ailleurs. Est-ce que je peux commenter vite? Juste je finis. Pardon. Juste je finis. Donc c'est ça qui est important. Sachant qu'en France, on est les derniers, on est en Europe au niveau du tétanos. Sachant que je vous ai dit que le tétanos est un aérobie qui ne se rencontre pas donc dans le sang où il y a des globules rouges pleines d'oxygène, donc on ne peut pas, il n'y a personne qui l'a rencontré. Il y a des gens qui l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Donc comment voulez-vous combattre en injectant quelque chose dans le sang? Ça n'a aucun sens. Autre chose, le tétanos n'est pas contagieux. Alors pourquoi vacciner toute la planète? C'est clair, la discussion devrait s'arrêter là, hein, sincèrement, intellectuellement, scientifiquement. Et juste une petite anecdote au niveau des facultés, parce que c'est très important, ils sont dans un paradigme, j'ai été dedans, dans leur paradigme. Et là, il s'écroule, et pour refuser, tout le monde refuse que son paradigme, son épistémée s'écroule, c'est très 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 déstabilisant. Il y a une anecdote que l'ex-ambassadeur du Sénégal, j'ai oublié son nom, peut-être même qu'il y est toujours, il racontait au niveau des patrons de médecine. Ils étaient en TP et il leur a montré comment tester de l'urine. Et il a mis le doigt, il a goûté, il leur a dit c'est comme ça qu'on teste de l'urine. Faites de même. Et ils l'ont fait tous. Et ils ont goûté l'urine de quelqu'un. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Il a raconté à la télévision, je l'ai vu de mes propres yeux, et il leur a dit, vous apprendrez à observer la prochaine fois, parce qu'en fait, il avait rentré l'index et léché l'auriculaire. Vous comprenez? Donc tout ça pour dire qu'un professeur de médecine à la fac, c'est le bon Dieu sur terre. Ça ne se contredit pas. Vous le savez très bien. C'est d'une violence extrême. Donc moi ce que je vous conseille, sincèrement, ce que je vous conseille, c'est d'être extrêmement critique. On vient tous du même milieu, on a tous été formés façonnés avec les mêmes personnes. Il faut absolument, vraiment, commencer à être critique. Il faut commencer à l'être. Le type qui donne cette information, c'est pas le bon Dieu. Faut commencer à le comprendre, ça. Et vous savez très bien de quoi je parle. Quand un professeur décide de faire recaler quelqu'un pendant 25 ans, il le recalera, même s'il a la moyenne générale. Il y a eu des morts pour ça. Hein, le service de néphro. Hein, il y a plein d'histoires comme ça. C'est une oligarchie extrêmement dangereuse qui se transmet les services de père en fils. Enfin, c'est quand même, soyons sérieux un petit peu. Hein. Ça copule avec les étudiantes. Au passage, hein, il n'y a plus aucun respect du statut de professeur à étudiant, c'est du n'importe quoi. Alors moi, je me permets de te faire cette critique parce que je suis en plein dedans, ça va pas plaire, c'est le dernier de mes soucis. Il y a quand même des morts en face, d'accord? Donc il va falloir quand même commencer à prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, je voudrais quand même signaler une étude qui a été faite aux États-Unis justement et qui est très importante. Pendant la dernière guerre, il y a eu parmi les GI américains qui sont allés dans des pays où il n'y avait pas d'hygiène. Vous connaissez l'histoire de la guerre avec les États-Unis. Sur 10 000 soldats, il y a eu 12 cas de tétanos. Sur les 12 cas, il y avait 6 vaccinés et 6 non vaccinés. S'il y avait eu un vacciné de moins dans les cas, on aurait dit que c'était en faveur du vaccin. Je vous signale que ça a prouvé déjà, rien que par ça, que le vaccin ne servait à rien. C'est clair. Allez-y, je vous en prie. Alors, tout d'abord, merci pour votre tuyau d'être toujours critique. Alors ça, c'est vrai. Alors, ouais. Mais nous, en tant qu'étudiants, alors je sais pas où commencer, ouais, parce qu'il y a plein de choses à apprendre et on peut pas vérifier tout. Alors, je suis d'accord avec vous. Qu'il y a un grand problème c'est votre métier. Il y a un grand problème d'information aussi. Ouais. Vous savez, excusez-moi, je vous coupe. Quand on fait une étude scientifique, on est censé avoir fait une bibliographie exhaustive. Sinon, votre article n'est même pas publié. Hein. Si vous avez oublié une étude assez intéressante, c'est pas publié. D'accord? Là, on vous demande pas de faire une étude exhaustive, on juste vous demande de regarder par exemple les travaux du docteur Gernaise. Hein? Je vous signale quand même que la myopathie de Duchenne se soigne. Ça se soigne.
juste avec un gel de progestérone. C'est des vidéos qui circulent sur Internet gratuitement. C'est YouTube? Partout, n'importe où. Vous pouvez les trouver sur Imulse, n'importe où. Je ne sais pas si c'est une bonne source d'information. Non, c'est une vidéo, d'accord. C'est une équipe, hein, docteur Delahousse, docteur Willem, docteur Gernaise. Ce sont des médecins, ce sont vos pairs. C'est un médaillé quasi prix Nobel, le docteur Gernaise. C'est un médecin qui pratique. Il a 85 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, c'est un génie, bachelier à 15 ans, que je connais personnellement, donc je connais cette histoire assez bien, et il faut prendre un petit peu au sérieux tout ça. Il faut prendre un petit peu au sérieux tout ça. On n'est pas en train de citer des charlatans. On est en train de citer des docteurs, et parmi les meilleurs. Donc il faut connaître ça. Vous êtes obligé de connaître tout ça. Ça fait partie de ce qu'on demande à un professionnel. C'est l'excellence. Alors, ça se dit facilement, mais en pratique, ça reste dur quand même. Ben, pourquoi je connais, moi? Comment j'ai fait pour les connaître? Ben, je me suis intéressé, la curiosité. J'aime bien gratter. Et faites de même. Je vous garantis que c'est très simple. Je sais. Alors, je suis d'accord qu'il faut bien s'informer. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le tétanos, mais je suis pas encore médecin, mais on a un médecin ici, alors il y a d'autres commentaires. Vous savez, il y a deux questions sur le tétanos. Est-ce qu'il est anaérobie stricte, oui ou non, ou est-ce qu'il est contagieux, oui ou non? La question du tétanos est close. On n'a pas à vacciner 65 millions d'habitants si c'est pas contagieux, puisqu'il n'y a aucun risque épidémique. Puis c'est ça le vaccin, hein. Vous savez pourquoi on vaccine? C'est pas pourquoi on vaccine, pourquoi on oblige la vaccination. Parce qu'il y a un risque d'épidémie, donc si il est touché, il n'a pas à tuer tout le monde. Ok, il n'y a pas de contagion. C'est quand même hallucinant. Et je crois, enfin on va rajouter une petite cerise sur le gâteau, il n'est pas immunisant. Il n'est pas immunisant. Vous m'entendez quand je parle? Enfin, je sais pas, si je dis merde ou si je dis merci, c'est pareil. C'est grave. C'est tellement grave que vous avez du mal à vous en rendre compte. Vous savez, le mensonge est tellement gros qu'on a mal à la tête. Je vous jure, ça fait mal au crâne. Parce que, je vais vous dire un truc, je vais être un peu violent, je suis désolé. Ça rend compte de notre imbécilité. On est trop bête. Peut-être trop naïf. Je vous signale que ça fait que 2-3 ans que je suis comme ça, hein, que j'ai découvert certains trucs. Hein, et j'étais exactement dans votre paradigme. Et là, j'aurais fait des sauts, j'aurais fait des bancs derrière. Hein. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que c'est que elle hallucine, mais d'où elle sort? J'aurais fait la même chose. Maintenant, je dis pas détenir la vérité, je dis cherchez-la, la vérité. Regardez-les. Par contre, quand on dit ça, on dit regardez les vidéos. Vous savez, tous mes amis sont médecins, pharmaciens, dentistes, c'est tout le corps médical. Je leur dis regardez les vidéos, 6 mois après, ils les ont pas vues. Je leur ramène les livres, 6 mois après, ils les ont pas lus. Bon, ça suffit, là. C'est bon. Crevez en silence. Faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Soit on argumente, on sort les arguments, on les met sur la table, soit on se tait et on écoute ceux qui savent. C'est ce qui se passe dans une université. Le prof est censé savoir, et donc il transmet son savoir. Il faut respecter ceux qui savent, autrement il faut s'instruire et débattre. Et voilà, je pense que c'est les règles d'un bon débat intellectuel. Je voudrais vous signaler une chose, pour revenir encore au tétanos. J'ai un ami qui est un personnage très important, que je ne citerai pas parce que je ne veux pas le mettre en cause, et qui m'a du reste préfacé un de mes livres, qui est un médecin. C'est grave de dire ça. Hein. Non. Ça veut dire que si elle le cite, le type il peut perdre sans... Mais exactement, c'est ça. Bon. Dire ça, c'est grave. Et effectivement, il est immunologiste et oncologiste, donc il connaît très très bien la question. Et il a expliqué un jour, on s'est connus il y a 15 ans, et il m'a dit tu m'as appris beaucoup plus de choses que je ne t'en ai appris, ce qui m'a surprise de sa part. Et finalement, c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent tellement sur une molécule ou un... vous savez, le problème maintenant, c'est que les étudiants et les médecins et toute la recherche est focalisée sur une chose au lieu d'être sur la globalité. Et ça, c'est une énorme erreur. Et lui m'a dit justement, écoute, j'ai essayé de convaincre mon frère, je faisais une conférence à Toulouse, il habite Paris, il m'a dit mon frère est aussi immunologiste comme moi, il habite Toulouse, je vais lui demander de venir à ta conférence. Et
sans me dire qui il était. Tout d'un coup, après la conférence, comme vous, il se lève et il dit, écoutez, madame, moi je suis d'accord avec vous pour tous les vaccins, mais le tétanos quand même, dites-moi pourquoi ça marche pas. Je dis, ben justement, exactement, je dis, vous savez que la maladie n'est pas immunisante. Ah, me dit-il. Je ne savais pas. Il s'est assis, il m'a dit merci beaucoup. Je suis le frère d'un tel, il l'a dit dans la salle, et je dois dire que mon frère a trouvé tous les arguments possibles pour essayer de me convaincre. Mais vous, avec deux mots, effectivement, si la maladie n'immunise pas, eh bien, il n'y a pas de raison que le vaccin immunise. Il s'est assis, et depuis son frère m'a téléphoné, il m'a dit, bah, tu as été plus percutante que moi. Vous voyez, sans être, c'est uniquement une question de bon sens. Or, on ne fait pas appel à notre bon sens. Et ce qui est important pour les jeunes étudiants en médecine, je pense que ça, c'est primordial, c'est d'oser poser des questions à vos médecins, de les remettre en question. Dites-leur, pourquoi me dites-vous ça puisque le vaccin n'immunise pas? Posez-lui la question demain, votre professeur de médecine. Dites-lui, pourquoi est-ce que le vaccin immuniserait si si la maladie n'est pas immunisante? Je suis sûr qu'il vous dira, j'ai jamais réfléchi à la question. Le nombre de médecins qui m'ont dit ça, vous pouvez pas imaginer combien il y en a. Donc je crois qu'il faut que les gens commencent à se poser des questions et ne pas écouter et répéter comme des perroquets toutes les âneries qu'on leur débite, parce que, ou bien ils sont pourris, mais ils sont pas tous pourris. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont complètement ignorants de la chose. C'est pour ça qu'il faut essayer de les informer. Et moi, si je fais des conférences et je me déplace dans toute la France au lieu d'essayer de rester chez moi tranquillement, assise dans la campagne à regarder les oiseaux, c'est quand même plus rigolo que de parler des vaccinations. Moi, il y a longtemps que j'ai résolu le problème. J'ai jamais été vacciné, j'ai pas vu vacciner ma famille et tout le monde se porte bien. On n'est jamais allé voir un malade de sa vie. Et moi, à mon âge, je cours sur les routes avec des livres sur le dos, tout pour essayer de porter la bonne parole. Je préférerais rester chez moi. Mon mari se plaint parce qu'il me voit jamais. Donc je préférais, effectivement, mais je trouve on n'a pas le droit de savoir des choses et de ne pas les faire partager à l'humanité. Alors si après les gens, une fois qu'ils savent, ils veulent continuer à se faire vacciner et à continuer à prendre des médicaments qui les tuent, là moi je suis pour la liberté, hein, mais il faut que les gens soient informés, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir un seul bulletin de vote. Donc j'espère que vous allez poser des questions à vos professeurs et les mettre un peu au pied du mur. Dites-moi pourquoi, et vous verrez qu'eux-mêmes se poseront des questions. Je crois qu'il faut les réveiller. Alors, ce sera la dernière chose que je dirais. Je viens de recevoir une feuille d'un médecin qui doit être par bas, là-bas. Peut-être il veut, parce qu'il est médecin, quand même il a de l'expérience, peut-être il veut s'il veut bien, nous parler encore un peu du problème avec le tétanos, parce que moi personnellement, je doute fortement ce que vous dites. Là, je peux plus rien pour vous. Je voulais juste citer, juste comme ça, par hasard, ça peut servir, les aventures du docteur Rick Girdhammer, H-A-M-E-R. Quelqu'un qui a sorti une théorie assez hallucinante sur le cancer, il a soigné des milliers de personnes. Vous savez qu'est-ce qu'on lui a fait? Un docteur qui soigne, qui sauve des vies. Prison. Fleury-Mérogis, avec des voleurs de sac à main, c'est ce qui est très logique. En Espagne aussi. Prison. Par contre, les banksters qui ont détourné des centaines de milliards perdus en spéculation boursière, ils prennent des stock options. Moi, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui est plus cher sur Terre, les billets ou la vie humaine? Voilà. Donc renseignez-vous sur le docteur Rick, R-Y-C-K-E, Gird, G-E-E-R-D, Hammer, H-A-M-E-R, Université de Tübingen. Vous nous aviez dit que vous étiez allemand, vous devriez le connaître. C'est la nouvelle médecine germanique. Ça s'appelle comme ça. Il a soigné des milliers de personnes, on l'a foutu en prison. Alors vous savez que maintenant le système actuel, qu'est-ce qu'il fait? Un médecin qui refuse de vacciner quelqu'un, il peut aller en prison. Par contre, un médecin qui vaccine quelqu'un qui crève 4 heures après, il est protégé, ad vitam aeternam. Donc il y a quand même, juste, je me pose des questions. Est-ce que la vaccination, c'est la mort sur ordonnance? Je me pose des questions. Ce système, où va-t-il? Si tu voulais avoir mon avis concernant les vaccinations et plus particulièrement concernant le tétanos, je vais pas revenir sur le fondamental. Par contre, je vais simplement te parler un petit peu de mon expérience. Jusqu'à il y a peu de temps, je vaccinais à tour de bras les enfants qui avaient une quinzaine de jours avec des vaccins qui comportaient beaucoup de souches, 6 voire voilà. Et puis après je me suis mis un petit peu à réfléchir quand j'ai eu ces informations,
si on réfléchit un petit peu, si on voit qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires et d'autres pas obligatoires, on fait vite le choix déjà d'écarter, dans le doute, ceux qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, concernant les vaccins qui sont obligatoires, j'essaie de trouver des vaccins qui n'étaient pas composés de métaux lourds, où il n'y avait pas de métaux lourds dans leur composition. J'en ai pas trouvé. Donc là, je suis embêté et je me demande ce que vont devenir les gamins que j'ai vaccinés il y a quelque temps, et j'ai la hantise d'en voir un ou plusieurs développer des maladies dont on a parlé jusqu'à présent. Parce que, en écartant tout problème de procès ou quoi que ce soit, moi, je me le pardonnerai pas. Voilà. Après, s'il y a un médecin qui est prêt à vacciner avec le risque que ça comporte des gamins, avec des produits qui contiennent, je répète, des métaux lourds, ou des métaux tout court, de l'aluminium, du mercure, dont on a modifié le nom justement pour que ça passe plus facilement. Voilà, moi je suis pas dans ce cadre-là et je suis pas prêt à le faire du tout, quels que soient les doutes qui persistent. On va dire une dernière question. Bonjour, donc enfin bon, moi je suis vraiment à l'ouest de tout ce qui est médicinal, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans le médical, un simple, voilà, je m'intéresse quoi. Et en fait voilà, il y a juste un truc, vous m'entendez là? C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Donc en fait il y a juste un truc, au début du film il y avait un cas où il y avait une femme donc qui disait qu'il y avait, je sais plus si c'est au Canada ou aux États-Unis, qu'il y a un vaccin au 12e jour, et là je viens d'entendre aussi au 15e jour, non, c'est ça? Et bon, j'ai appris récemment par le biais d'un certain Roger Domergue, bon c'est une référence assez récente quoi, qui avait une puberté, une première puberté à partir de 8 jours après la naissance. Et je voulais savoir, en fait, si les vaccins avaient, si à votre connaissance, je ne sais pas si vous pouvez répondre, si à votre connaissance, il y avait parmi les vaccins, il pouvait y avoir certains qui pouvaient générer du dérèglement hormonal. Voilà. Et sachant qu'il y a certains vaccins qui se font pendant cette première puberté à partir du 8e jour. Et qui durent, je ne sais pas trop combien de temps. Voilà. 21 jours. Je vais juste, c'est très très intéressant hein, parce qu'à partir de, vous savez que la première puberté, elle dure 4 semaines, elle démarre à la deuxième, au 8e jour, et justement le docteur Gernez a beaucoup travaillé là-dessus, et notamment c'est cette puberté, cette extraordinaire sécrétion d'hormones mâles qui va fixer la myopathie de Duchenne. Qui va fixer la maladie, et c'est à ce moment-là justement qu'il allait balancer des hormones femelles pour diminuer l'effet de la maladie. Maintenant, est-ce que les vaccins vont interférer avec cette première puberté? Là, ça dépasse mes compétences. Je ne saurais répondre. Si on voit ce que peut faire un vaccin, c'est-à-dire mettre complètement KO un enfant, je pense que c'est tout à fait envisageable. Maintenant, on ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire ça comme ça parce que c'est quand même un peu plus complexe. Est-ce que ça interfère? Bon, si on observe les travaux du prof québécois sur les porphyrines, etc. Non, français, docteur Nataf. C'est sur les porphyrines, vous savez qu'elles diminuent l'activité de l'oxygène, donc va diminuer l'activité cellulaire en général, donc obligatoirement diminuer l'activité hormonale. Ça va de soi. Maintenant, est-ce que c'est aussi précis que ça? Est-ce qu'il faut là ça se travaille, hein, ça s'étudie. Hein. Là, ça s'étudie, c'est mon humble avis. Merci à tous.